Hop. Salut Ronan, installe-toi. Je mets Salut. tout en place. Voilà, nickel. Écoute, Alors, je pense qu'on est bon. Tu m'entends on bien, est... ouais? Ouais, nickel. Impec. Tu Ok, m'entends bien aussi? parfait. Au top. Bon, bah, impeccable. J'ai envoyé le message partout. Ça devrait... Le mail part dans la seconde aussi. Comme ça, les gens vont pouvoir nous rejoindre aussi petit à petit. Hop là. T'avais déjà utilisé Butter, toi? Non, On jamais. Jamais. m'a pas rappelé. Hop là, parfait, nickel. Jamais Butter. Ok. Tu streams sur quoi, du coup, quand tu passes quand tu passes pas par OBS? En vrai, j'ai tout le temps OBS pour faire ma virtual cam. Hmm. Et après, comment ça s'appelle suivant les solutions de mes clients, c'est Google Meet ou alors Big Blue Button si c'est pour l'open source. Ah, Mais, ok. ou Teams pour les boîtes. Mais j'ai Ok. pas Ouais, jamais utilisé classique. Butter, non. Ok. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien l'interface. Tu vois, on a le chat sur la droite que tu peux ouvrir. On peut aussi avoir les questions. Tu vois, les gens, ils lèvent la main et puis bah, comme ça, on a aussi les questions qui peuvent remonter comme ça. Les gens peuvent prendre la parole assez rapidement aussi, ça c'est cool. Et puis on Ok. peut pareil, tu vois, décomposer en sous-sessions si on veut faire des ateliers. C'est Ah ouais, c'est assez pas mal, ok. pratique. Non, je connaissais pas du tout. C'est propre en tout cas. Ouais, l'interface marche bien. Le petit inconvénient que je pourrais te donner sur Butter, c'est l'export. Ils sortent un export en WebM, donc tu vois, pour travailler derrière, c'est pas forcément Ok. C'est un plus super format, pratique. le WebM, hein. C'est le Ouais, format un ouais. peu ultime, hein, mais il n'y a Ah aucun ouais, logiciel qui le prend en charge quasiment, mais, c'est vraiment mais ça. c'est trop bien. Ouais, c'est le. Ah non, mais je suis entièrement d'accord. WebM, WebP, ouais, c'est ceux que Ouais. j'utilise là au WebP, quotidien. c'est on va dire obligatoire pour les sites aujourd'hui. Ouais, Si vous ouais, voulez c'est de incroyable. l'inside, de l'information inside, alors du coup, pour le coup, chez WordPress aujourd'hui, ils vont mettre dans le moteur un convertisseur JPEG, PNG, WebP pour forcer tous les Ok. sites, dès que tu peux un JPEG ou un PNG, à convertir vers du WebP. Donc ça va faire Ah, baisser énormément le poids des sites en tout genre. ouais, ouais. Et du coup, ça c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à convertir vos photos avant. Ah bah tu vois, c'est intéressant parce que Webflow, il le garde en manuel. Enfin, pour le moment, c'est une étape manuelle. Ouais. Ce sera peut-être manuel sur aussi, je sais pas, hein. Ouais. Mais en tout cas, c'est dans la roadmap du CMS, quoi. Ok, trop bien. Bon, bah, on aura l'occasion de tester. S'il y en a qui testent du WordPress, c'est vrai qu'ici on est plutôt team Webflow. J'imagine. Mais, Oui, oui. mais c'est intéressant de savoir que toi, les autres outils comme ça prennent, Ouais. ces axes-là. Top, bah, je vais laisser le temps à tout le monde de s'installer, d'arriver Tu me dis, tranquillement. du coup, j'ai testé pour OBS et le record, ça marche. Donc, je pourrais Ok. lancer le record et on aura le son aussi. Ah bah parfait. Bah, c'est Donc, comme tu le sens. Si ouais, tu mais je veux pourrais que... le lancer, ça me coûte rien. Et si le fichier est exploitable, je te l'envoie. Donc, Top, ce sera top, encore mieux. parfait. Ah, trop bien. Donc, le temps que tout le monde arrive, je vais vous rappeler un petit peu le planning de la semaine. On est sur une semaine plus calme que la semaine dernière. En gros, cette semaine, on a 2 événements Spotlight. Aujourd'hui, avec Ronan, on va parler de Matomo. Et on se retrouve également vendredi, pareil, 16h, 17h30, pour parler de Webflow au sein des profils Product Builder. Un profil de métier qui a été démocratisé par Milan Boigard. Et donc, on reviendra avec lui sur ce que c'est qu'un product builder et comment Webflow s'intègre dans cette stack-là. Et sinon, on va avoir les sessions cowork classiques jeudi à 13h. On va avoir également la partie JS vendredi à 15h. Et on va avoir aussi un événement pour ceux qui sont sur Paris. Il y a un meet-up au 11e lieu à Paris, avec Alison notamment qui organise tout ça, et d'autres membres. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques inscrits, donc si vous êtes sur Paris, que vous avez envie de coworker, let's go, inscrivez-vous. On a posé une petite trame avec Ronan. Je vais vous faire un peu le sommaire, comme ça vous aurez une idée de où on va, et ensuite on pourra laisser à Ronan la parole. L'idée, c'est de démarrer un petit peu avec ton parcours, tes activités aujourd'hui, pour comprendre d'où tu viens, comment tu en es arrivé à être développeur et notamment également formateur. Je sais que tu as cette double activité qu'on a en commun. Et donc, je suis curieux de savoir comment tu en es arrivé là aujourd'hui. On fera un point après sur l'écosystème de manière générale, donc Analytics, Google Analytics, Matomo, etc., et potentiellement les autres outils qu'on voit aujourd'hui. On fera une présentation plus en détail de Matomo, avec pour le coup là une démonstration. Je sais que Ronan a préparé une petite démo avec Webflow, donc il va pouvoir vous montrer ça. On fera un résumé, si on peut dire comme ça, des plus de Matomo vis-à-vis de ses concurrents. Pourquoi aujourd'hui Matomo est un outil qui est intéressant, et quels sont ses éléments différenciants.
Et puis, on terminera sur, pour tous ceux qui veulent aller encore plus loin avec Mato, vraiment plonger les mains dedans, découvrir comment se former, avec notamment ta formation, Ronan. On en parlera tout à l'heure. Et je le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat à droite ou alors à cliquer sur la petite main qui est à gauche, le petit queue, pour dire que vous avez une question. Et comme ça, à la fin, on pourra vous reprendre les questions comme ça et y répondre. Ou alors, si on voit que la question, de manière assez naturelle, reprend un sujet qu'on vient d'aborder, on pourra également réagir dessus. Donc n'hésitez pas. OK. Tout le monde est prêt? Moi, ça me va. Top. Bah, écoute, partons sur ton parcours et tes activités aujourd'hui. Comment t'en es arrivé à développeur formateur? Déjà, merci de me recevoir. Bonjour à tous et tous ceux qui sont présents pour le live. Du coup, je me présente. Moi, je suis Ronan Hello. Je suis aujourd'hui développeur indépendant et je m'occupe beaucoup. Je suis expert Matomo et formateur. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Alors, en gros, j'ai fait une école de web marketing à la base sur Nantes, qui s'appelle Web International School. C'est une école qui, à l'époque, se faisait en 3 ans. Maintenant, elle se fait en 5 ans. Et donc, j'ai fait les 3 premières années. Et pendant ces années-là, donc j'ai commencé, en fait, donc j'avais déjà un peu un bagage technique. Je savais coder, mais pas correctement et surtout pas pour en faire une activité professionnelle. C'était du code un peu loisir et j'avais pas les bons, comment ça s'appelle, les bons standards de développement qui font qu'aujourd'hui, on peut sortir un produit en production pour une entreprise. Il y a une énorme différence entre savoir coder et savoir sortir un produit pour une production. Et donc, c'est un peu ce que je suis venu chercher en fait dans cette école-là, qui est venu un peu m'imposer des bases solides pour apprendre à développer. Et puis tout ce qui va à côté, en fait, aussi bien du référencement naturel que du coup des premières bases en analyse d'audience. Moi, j'ai bien accroché sur ces sujets-là, donc tout ce qui est lié au SEO et analyse d'audience. Donc, j'ai commencé un peu à tailler mon profil, non pas sur de la technique pure et à être vraiment, on va dire, un développeur back-end à faire des solutions colossales. Je me suis beaucoup plus orienté en fait sur la conception sur la performance web, en fait, sur créer des sites qui chargent en 2 millisecondes, qui vont derrière, enfin 2 millisecondes c'est un exemple, mais qui chargent super vite avec beaucoup d'optimisation dessus, fait à la main avec ou sans CMS. Et l'objectif, du coup, en fait, c'était pour servir en même temps le SEO. Donc, je me suis aussi beaucoup formé avec le SEO. Aujourd'hui, comment je travaille? En fait, j'ai que du flux entrant. Et en fait, c'est beaucoup les agences SEO qui n'ont pas de technicien en interne, qui vont derrière faire des recos SEO pour un client, me créer un cahier des charges et me dire « Ronan, est-ce que tu peux nous implémenter ça sur ce site web-là ?» Donc ça, c'est une grosse partie de mes missions. Donc ça, c'est toujours lié un peu à l'école. Et donc, j'ai fait un premier stage en première année dans une agence web, création de sites, etc., etc. Ça m'avait plu, mais c'était pas ce que je voulais faire non plus totalement, et surtout pas en agence. Moi, j'ai toujours eu un peu la fibre indépendant, donc ça m'avait déplu. Deuxième année, du coup, le cursus se poursuit, continue toujours sur le SEO, l'analyse d'audience, création de site web, communication digitale, etc. Et j'ai un intervenant du coup qui vient dans notre formation nous former aux outils Google et la suite Analytics et Google Tag Manager. L'ouverture d'un monde génial, c'est trop bien, j'adhère. Et du coup, Fayot ou pas Fayot, je me débrouille super bien et je me fais remarquer. Et du coup, l'intervenant me propose en fait de faire un stage avec lui. Et lui aussi, il est indépendant. Donc, 2 choses super intéressantes pour moi. Comment ça se passe un indépendant au quotidien? Et du coup, le milieu de l'analyse d'audience avec ce gars-là. Donc, double carte, c'est super intéressant. En j'ai un peu hésité au début, puis finalement, je lui ai dit oui. Donc, j'ai fait mon stage dans sa structure. Donc, son formateur, il s'appelle Ronan Chardonneau et aujourd'hui, il fait aussi du Matomo. Mais à la base, du coup, on s'est rencontrés sur les domaines des outils Google. L'objectif du stage, en fait, j'étais là pour apporter de la technique dans son parcours d'analyse d'audience. Et lui, son objectif, c'était de faire du coup, en quelque sorte, la promotion de Matomo, au moins en France au départ, et de se faire repérer et embaucher par l'équipe de Matomo, ce qui a été un succès puisqu'il a bossé derrière pour la team InnoCraft, qui est la société qui est éditeur de Matomo aujourd'hui. Donc, c'est comme ça en fait que je me suis formé à Matomo. C'est à la base en passant par des outils Google pour rencontrer la bonne personne qui m'a formé à Matomo. Et aujourd'hui, je suis à mon tour formateur Matomo et on travaille du coup ensemble sur beaucoup de sujets avec également toute une petite communauté du coup qu'on a constituée. Et aujourd'hui, on peut répondre du coup à beaucoup de problématiques sur un outil qui est intégralement libre. Et donc, du coup, dans ce parcours, donc en fait, mon parcours, il est un peu fouillis. Il y a plein de branches. C'est-à-dire que j'ai eu des grosses parties où, en fait, j'ai eu toute une aventure entrepreneuriale avec quelqu'un qui était dans ma classe à la base et qui est, du coup, un super ami aujourd'hui, avec qui, du coup, on a monté une startup qui, à la base, s'appelait Ivanti.
On proposait en fait un catalogue, si vous voulez, de prestations et de lieux événementiels à vendre la solution auprès des clients. Du coup, on a fait un pivot et on a transformé cette solution de gestion événementielle en logiciel de gestion pure. En fait, on est devenu une espèce de CRM ERP facile d'utilisation et adapté en fait à des profils qui sont pas techniques et pas digitaux. Et en fait, ça a bien marché puisqu'on a commencé du coup à avoir quelques clients. On a bossé sur le projet de 2018 à 2020 sur cette nouvelle version, on va dire, ce qui s'appelait Launcher. Et à l'issue de cette version, moi j'ai un peu, il y avait beaucoup de charges de travail, on n'avançait pas plus que ça. Le logiciel était en quelque sorte très stable, mais on n'arrivait pas à le vendre comme on voulait. Et fin des études, tout ce qu'il faut, donc il faut payer son loyer et manger. Donc fin de l'aventure entrepreneuriale. Et en fait, on a des clients qui étaient sur la solution, qui ont décidé de racheter le logiciel. Donc on a terminé cette petite aventure par la vente de Launcher en mai 2021 de mémoire. Et donc ça m'a permis derrière de repartir du coup avec plus de fonds, plus de la gratification aussi, quoi. Et donc, j'ai pu me mettre à temps plein sur toutes mes autres activités, donc la création de site web et l'analyse d'audience avec Matomo aujourd'hui. Voilà un peu pour le parcours et le spectre de compétences que je peux proposer sur l'aspect technique. Et après, il y a tout l'aspect formation où là, depuis que je suis sorti en fait, de mon école, la directrice de mon école est venue me demander si je voulais faire des cours du coup, de technique, donc formation HTML, CSS, PHP, CMS et gestion de base de données à la base. Et donc, j'ai accepté au début. Alors, j'ai pas eu autant de cours qui m'ont été confiés la première année, mais j'ai fait la formation pendant 5 ans, du coup, dans ces établissements-là. Donc, c'est 4 écoles différentes. Et je suis passé d'un volume de 80 heures la première année à 300 heures sur les dernières années. Donc, ça représentait une bonne partie de mon temps quand même. Et j'ai décidé d'arrêter la formation en école pour me consacrer uniquement à la formation professionnelle, et notamment sur Matomo. Ok. Voilà. Waouh, il y a mille et une casquettes. Il y a mille et une choses et c'est ce qui me permet justement d'avoir des compétences un peu transversales. Je cherchais plus le côté couteau suisse qu'expert dans un domaine précis. Et au final, ça me permet de raccrocher pas mal de choses et donc moi j'aime bien. Bah ouais, c'est sûr. Tu as vu tellement d'axes différents, le milieu du dev, le milieu de Google Analytics, puis la formation à Matomo par ce mentor. Et je trouve là, la notion d'avoir un mentor comme ça, c'est quand même un accélérateur incroyable parce que, comme tu disais, pour lui c'était intéressant, pour toi c'était intéressant, enfin tout le monde était gagnant. C'est vraiment une situation win-win. Et derrière, même, en effet, le fait que tu te fasses remarquer par tes prestations annexes. Du coup, l'école qui te rappelle à la suite du cursus pour que tu viennes former, ça montre bien qu'il y a une reconnaissance aussi de... c'est cool, là c'est sûr, je suis très content. Payer, ça s'appelle travailler, ça paye, quoi. Faites les choses correctement, allez jusqu'au bout, et là, clairement, ça paye, ça marche bien. C'est tout. Enfin, j'aime bien parce que ça fait un parallèle un peu. Je pense qu'on a grosso modo le même parcours, mais j'ai plus un axe no-code que de développement. Mais tu vois, finalement, on a pareil les deux approches prod et formation. Et pareil, ça m'arrive de donner des cours dans 3 écoles. Et pareil, toi, comme toi, c'est quelque chose que je voudrais réduire pour revenir au profit de la formation pro. Donc, c'est intéressant. Ça prend énormément de temps, en fait, la formation en école, comparé à la formation pro. Il y a tout un suivi en fait sur l'année des élèves qui est extrêmement long. C'est des classes qui, du coup, il faut préparer. Enfin, c'est des classes qui vont s'étendre sur du coup, des modules de plusieurs jours. Il y a la correction, il y a tout ce qui est le côté social qui est extrêmement important dans une classe, au moins autant que ce qu'on apporte aux étudiants. Donc, ça prend beaucoup de temps et comme j'ai plein d'activités, fallait que je trouve du temps. Normal, je comprends. Excellent. Bah écoute, super parcours. Enfin, je trouve ça très inspirant et très motivant pour ceux qui veulent se lancer dans des sujets liés au développement ou liés à de la formation. Je pense qu'il y a des bons exemples à prendre. Tu nous as parlé du coup dans ton parcours de 2 outils de tracking. On va dire 2,5. Tu nous parles de Tag Manager également, mais je vais mettre les outils Google dans une seule et même brique. Donc, tu nous as parlé de Google Analytics, Google Tag Manager et de Matomo. Est-ce qu'aujourd'hui, il en existe d'autres? Et pourquoi aujourd'hui, on n'en parle pas forcément? Pourquoi tu les alors il en existe plein en fait. Donc là, globalement, moi, ce que je peux observer dans les gens qui sont sur des outils et qui me contactent pour migrer vers Matomo, la grosse majorité vient de Google Analytics 3 et ou 4. Sinon, on a du Piano. Donc Piano, c'est le nouveau nom de la solution AT Internet, qui est pas mal utilisé en France, notamment par l'État.
parce que c'est une solution qui était en clair pas Google, mais c'est une solution qui était payante de base. Et donc, il y avait beaucoup de mairies, de structures liées à l'État en clair, qui étaient sur AT Internet, donc maintenant Piano, et qui migrent vers du Matomo. Qu'est-ce qu'on utilise aussi, enfin, qu'est-ce que je vois aussi, on a du Snowplow qui se déploie de plus en plus. Donc Snowplow, c'est une solution qui est open source aussi, qui est plutôt complexe à mettre en place et qui est dédiée de ce que je peux en sortir plutôt à des énormes structures ou à des grands comptes, qui ne s'adressent pas du tout à des petits sites web, clairement, parce qu'il faut une équipe technique pour déployer la solution. Sinon, il y a des petites solutions où vous avez. Je cherche des solutions. En fait, je cherche des solutions qui sont viables. Parce que des solutions, il y en a plein. Des solutions qui sont complètes et qui sont viables, il y en a beaucoup moins. Ouais, parce enfin, quand on parle de tracking, ça peut être, on peut traquer énormément de choses. Ça peut En fait, être, il y a beaucoup d'aspects. Parce que, tu vois, dans le tracking, par exemple, une solution qui est énormément répandue, ça va être Hotjar, qui va servir à faire du tracking d'écran, du scroll de profondeur, des cartes de chaleur, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui est arrivé, donc c'est quand même le RGPD qui a calmé un peu tout le monde. Et donc, il y a des usages qui sont réduits, il y a des usages qui sont contrôlés, il y a des usages qui sont interdits en fait dans ces solutions-là. Donc, il faut faire la part des choses. Et aujourd'hui, moi, le gros de mon travail, c'est de rapatrier des gens qui font les audiences, on va dire plutôt classiques, donc du suivi de page vue avec des événements, du tag management, ce genre de choses. Donc, si aujourd'hui dans le chat il y a des personnes qui ne voient pas totalement ce que c'est que le tag management, c'est normal, et on va l'expliquer par la suite. Mais en gros, c'est du suivi de comportements utilisateurs liés à des pages sur les sites web. Après, vous avez plein de solutions qui vont être plus orientées pour du mobile, pour de la gestion de base de données utilisateurs. Vous avez des logiciels qui vont vous servir notamment à faire du suivi sur des plateformes. Parce qu'on ne va pas analyser globalement un site web, une plateforme de la même manière. En tout cas, l'outil peut être le même, mais la manière de s'en servir et l'implémentation ne va pas du tout être la même. Mais globalement, aujourd'hui, on a Google qui a une part de marché considérable, c'est énorme. Matomo qui commence à sortir du lot, et IT Internet qui est présent, qui a une part de marché qui est non négligeable, on va dire quand même, et qui se bat pour rester dans le marché. Donc c'est bien. Ok. J'ai l'impression c'est des acteurs qu'on va retenir, il y en a d'autres, mais j'ai un Notion avec la liste de tous les outils d'analyse d'audience, il y en a 10 000. Mais en intéressant, en pertinent, finalement, il n'y en a que. Enfin, ça pourrait se compter sur le doigt d'une main, quoi. Ouais, il y en a 50 sur le doigt d'une main, et c'est ce que j'entends, c'est vraiment pour les. Alors, je vois, il y a des questions, on va y répondre. C'est dans le scope d'une entreprise. Si c'est pour un site perso, vous allez voir, Matomo, c'est gratuit, mais c'est pas du tout gratuit. IT Internet est directement payant, et Google Analytics, c'est assujetti au RGPD, et du coup, il y a des clauses qui sont un peu plus compliquées à mettre en place. Ok. Ça va être un gros point. Savoir voilà, qu'est-ce qu'on peut traquer sans forcément. Sans prendre en compte le respectant RGPD, au maximum la loi. Je dis bien maximum parce que respecter le RGPD, c'est un parcours du combattant, et je dis pas que c'est impossible, mais il faut se lever très tôt et être bien armé. Mais on va dire essayer de respecter au maximum la loi. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être répondre à deux questions, et ça nous fait une passation en plus sur la suite, si tu veux. Carrément. Donc, chapeau pour la clarté de ta présentation. Je trouve le côté pédagogique de tes 31 modules de formation Matomo qui sont remarquables. Merci beaucoup. Je ne connais pas Ronan en particulier. Merci. Deuxième question, première question. Matomo sort du lot grâce à sa mise en avant par la CNIL. Oui, en quelque sorte, très clairement. En fait, pourquoi Matomo sort du lot? Parce que c'était la solution viable au moment de la mort du RGPD. En clair, Matomo a été très populaire parce que c'est un des seuls outils qu'on peut installer soi-même sur un serveur. Donc, à l'époque, j'entends, aujourd'hui, il y en a plein, mais qu'on peut installer sur un serveur. Et du coup, Matomo avait sa petite popularité parce que quand vous êtes une entreprise ou une école et que vous avez des intranets, il n'y a aucune solution qui permet de traquer un intranet. Comme Matomo, on peut l'installer sur son propre serveur. On n'est pas obligé de raccorder le serveur sur lequel Matomo est installé à Internet. Et du coup, Matomo permet de traquer des intranets. Donc, Matomo était déjà déployé dans pas mal de structures pour faire du suivi d'intranet. Et comme Matomo, on peut l'installer sur son propre serveur, l'intérêt, c'est qu'on peut choisir l'endroit où est le serveur, et surtout, on a accès à 100% du code et de la base de données. Donc ça, c'est un des gros avantages. Et donc, Matomo était utilisé par des structures qui n'avaient, on va dire, pas le choix. C'était un peu une solution. Alors, je ne dis pas que c'est une solution par défaut, mais c'est une solution qui a été mise en avant surtout par des contraintes. Donc, c'était notamment des services de l'État. Donc, je le dis, des universités, des collectivités, des mairies, ce genre de choses. De plus en plus, du coup, on a des groupes aujourd'hui qui ont des politiques RSE qui sont de plus en plus strictes et qui veulent en fait communiquer sur le fait qu'ils respectent la loi, les utilisateurs qui ne font pas de la collecte de données abusive, qui du coup utilisent Matomo
en quelque sorte comme outil principal de l'analyse d'audience. Et derrière, soit peuvent communiquer dessus, soit en fait, ça leur sert à avoir des labels qualité en termes de collecte de données. Ça sort de la CNIL parce que Matomo a des configurations qui permettent d'être exempté de consentement utilisateur. Ça veut dire on peut mettre en place Matomo sur son site. On peut soit avoir un bandeau cookie et utiliser la très grande majorité des fonctionnalités de Matomo, soit ne pas avoir de bandeau cookie, donc ne pas demander l'accord de l'utilisateur, auquel cas on va devoir restreindre un tout petit peu certaines fonctionnalités de Matomo pour éviter d'avoir du coup du tracking vraiment personnalisé. Donc c'est 2 usages de Matomo qu'on peut avoir. Ce que la CNIL met en avant, c'est uniquement le deuxième mode de fonctionnement de Matomo, c'est-à-dire le fait que Matomo puisse être configuré sans consentement utilisateur. La CNIL met en avant Matomo, mais si vous allez sur le site de la CNIL, il y en a une vingtaine des outils qui sont recommandés. Il n'y a pas que Matomo. Mais Matomo, c'est à ce moment-là l'outil le plus viable et qui a déjà une petite notoriété, qui est déjà déployé dans certaines entreprises. Donc du coup, quand on demande aux collègues ce qu'ils ont déjà déployé dans leurs entreprises et qui répondent Matomo, eh bien ça se répand. Et du coup, on a une configuration de Matomo qui se répand dans de plus en plus d'entreprises. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est intéressant, je trouve, de ne pas avoir à demander, enfin d'avoir la possibilité de ne pas demander, de ne pas afficher de bandeau cookie, etc. Parce qu'en termes d'expérience, c'est vrai que si on arrive sur un site, etc., il faut souvent cliquer sur la pop-up cookie, la pop-up intercom. Enfin, il faut essayer de fermer un maximum avant de pouvoir naviguer. Avant d'accéder voilà, la moindre au contenu info. du site. Il y a des fonctionnalités dans Matomo, on parlait tout à l'heure de Hotjar. Dans Matomo, vous avez en fait tout ce qui est suivi de profondeur de scroll, de carte de chaleur, ce genre de choses. Si vous avez une configuration de Matomo qui nécessite un consentement utilisateur, vous pouvez avoir ces fonctionnalités-là. Si vous enlevez le bandeau cookie, ces fonctionnalités de Matomo, il faut s'interdire de les utiliser. C'est-à-dire qu'il faut les bloquer au niveau du moteur de Matomo, et Matomo va arrêter de collecter ces données-là. Je pense que ça pourrait être intéressant peut-être après de voir un peu ce qu'on doit enlever, enfin ce qu'on perd quand on décide de ne pas utiliser ce système cookie pour avoir peut-être un ordre d'idée. Je vois, on a une question aussi. Est-ce que j'ai déjà eu l'occasion du coup d'implémenter Matomo sur du Webflow? Oui, sur un client et en amont de ce client-là, moi pour faire des tests, à l'époque où Webflow permettait de déployer du code directement, parce que là aujourd'hui j'ai vu que c'est sur des plans premium. Donc en fait c'est tout simple, le déploiement de Matomo. Matomo, globalement, le plus compliqué, c'est de l'installer sur un serveur. Donc soit vous avez l'offre cloud de Matomo ou de la concurrence qui permet d'avoir des serveurs Matomo qui sont déjà installés. Ça, c'est quand vous voulez clairement pas vous embêter et que vous avez un petit budget qui est alloué à votre analyse d'audience. Donc c'est très bien. Soit vous l'installez vous-même sur votre propre serveur, mais ça recommande. Du coup, ça nécessite des compétences techniques un peu plus aiguisées, mais surtout, c'est de la maintenance. Alors, Matomo, ça ne va pas cracher du jour au lendemain, mais il y a des mises à jour à faire passer de manière un peu régulière. Une fois que l'outil est installé, quand on le configure, on va devoir du coup saisir son nom de domaine et automatiquement, on va avoir exactement comme ce qu'on a chez la concurrence avec Google Analytics ou n'importe quelle solution d'analyse d'audience, on va avoir un code de suivi à déployer. La particularité de Matomo, c'est que Matomo, il fait à la fois outil d'analyse d'audience, c'est-à-dire comme Google Analytics, et à la fois Tag Manager, comme Google Tag Manager. Donc, on a 2 codes de suivi, mais il faut bien n'implémenter qu'un seul. Soit vous avez une utilisation basique de Matomo, c'est-à-dire vous voulez collecter des informations de suivi standard des visites de vos visiteurs. Vous pouvez prendre le premier code de suivi et le déployer dans Webflow. Donc, ça va se faire directement au niveau des réglages de votre site Webflow dans le code additionnel que vous pouvez rajouter. Donc, c'est un copier-coller. Vous republiez une nouvelle version de votre site web et automatiquement, le suivi de toutes les pages de votre site web va démarrer en fait. La deuxième solution, c'est avec le code de suivi du Tag Manager, donc le gestionnaire de balises en français. Donc, c'est un code de suivi exactement pareil, qu'on va pouvoir déployer exactement de la même manière. Mais ce code de suivi, derrière, il va nécessiter une configuration. C'est-à-dire que ce n'est pas juste du copier-coller. On va copier-coller le code, mais derrière, on va avoir une petite configuration à faire qui est de paramétrer la première balise du Tag Manager. Et cette première balise, c'est bien entendu le code de suivi classique de Matomo. Et donc, en gros, la grosse différence entre les deux, c'est que dans la première option, vous avez un suivi standardisé et vous n'allez pas pouvoir suivre par exemple, vos formulaires de manière dynamique, des éléments de conversion, etc. Alors qu'avec le Tag Manager, vous allez pouvoir vraiment faire absolument ce que vous voulez, vous n'aurez aucune limite. Donc, voilà la grosse différence entre les deux méthodes de déploiement. Sur un degré de précision différent. C'est ça, sur les manières de collecter. Donc ensuite, on a encore une question de Vianney. Est-ce que tu veux que je réponde à toutes les questions? Tu vas comme on veut. Je vois qu'on a des questions surtout qui lient Matomo et Webflow.
pour analyser l'audience, la conversion, le funnel dans un produit développé. Alors, implémenter Matomo. Alors, petite question rapidement de Vianney. Du coup, juste avant, la collecte de données analytics exemptée de consentement n'est-elle pas trop restrictive en termes de fonctionnalité? Non, en clair, les données sont quasiment les mêmes. Sans consentement utilisateur, on va juste pas avoir de cookie du coup qui va être déposé. Donc, ça va être plus compliqué de suivre un utilisateur sur plusieurs sessions séparées. Une session, c'est une succession de pages vues espacées de moins de 30 minutes. Au-delà de 30 minutes d'activité, c'est une nouvelle session qui démarre. Et le but du cookie, ça va être de rattacher ces deux sessions à un même utilisateur. Donc, on va avoir cette fonctionnalité-là qui va disparaître. On va avoir tout ce qui est lié du coup à l'attribution multicanal. Vous venez une première fois depuis une newsletter, il y a un cookie qui est déposé à la base. Vous revenez via une pub sur un moteur de recherche, il y a un cookie qui est déposé. Et ensuite, vous venez en direct. Ces trois méthodes d'acquisition d'un même utilisateur sont collectées par Matomo sans consentement utilisateur. Du coup, c'est trois utilisateurs différents. Et sinon, du coup, on va retirer des fonctionnalités, comme je vous dis, qui sont liées un peu aux cartes de chaleur, à l'attribution e-commerce, etc. Mais si vous avez un suivi aujourd'hui classique, vous n'allez quasiment pas perdre de fonctionnalités dans Matomo. Est-ce qu'on passe sur une présentation, si tu veux, de Matomo? On n'a pas de questions, du coup, Matomo et Webflow. Je pense que ça peut être le moment de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Exactement. Let's go. Alors, t'as le bouton à gauche, share, si tu veux. Voilà. Je vais partager mon écran. Je vais dire, hop, tac. Oh, pas beau ça, alors, attends, je vais me mettre en remove highlight et voilà, comme ça. Alors, est-ce que vous me voyez peut-être vous voyez l'image en inversé? Non, on est bien là. Non, on oui, c'est bon. On le voit en bas à droite. Ok. Bon, parfait. Donc, si vous voyez bien l'écran, c'est parfait. Donc là, globalement, je suis sur une instance de démo de Matomo, tout simplement parce que ce sont des données en fait qui sont privées, les données d'analyse d'audience du site web. Donc, j'ai implémenté une démo vous voyez, j'ai implémenté lundi 5 pour avoir quelques données à vous montrer, parce que je ne veux pas tout simplement vous montrer ma production, parce qu'il y a beaucoup de données sur ma production. Bien sûr. Mais voilà, globalement, à quoi ça ressemble. Sinon, tout simplement, en fait, on a une instance de démo qui est disponible pour Matomo par tous. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller sur demo.matomo.cloud et vous avez accès du coup à une version premium de Matomo avec des données d'un site partenaire à Matomo, qui est un site de plongée sur lequel vous pouvez tout simplement analyser les données. Donc, voilà comment ça se présente Matomo aujourd'hui. Donc, c'est un outil sur lequel vous allez arriver directement sur un tableau de bord. Le tableau de bord de Matomo, il n'a pas vocation à rester comme il est à la base. Quand vous vous inscrivez sur Matomo, il faut vraiment le détruire et reconstruire votre tableau de bord en fonction de votre secteur d'activité et de ce que vous voulez analyser. Donc, le tableau de bord, il est entièrement modulaire. Donc, chaque petite carte ici, c'est ce qu'on appelle un gadget ou un widget en anglais, peut être modifié, changé. Et on a un catalogue en fait, de widgets pour mettre en avant ce qu'on a. Donc, avant de parler tout simplement de Matomo, il faut d'abord se renseigner sur quelles sont les fonctionnalités de votre site web et quel est l'objectif de votre site web. Est-ce que c'est de la notoriété, de la capture de lead, une partie e-commerce, ce genre de choses. Donc, Matomo, c'est un outil qui va être en partie préconfiguré, mais qui va être configuré de manière générique. L'objectif d'un outil comme celui-là, ça va bien entendu être de le configurer de manière spécifique pour votre secteur d'activité. Donc, le tableau de bord, l'usage que moi j'en ai, il est très épuré, le mien. Il n'y a pas grand-chose dessus. Il tient sur un écran sans avoir à scroller. Et dessus, c'est tout simplement mes trois KPI principaux en grand, en énorme, pour que quand j'arrive directement, j'ai la valeur. Une courbe de trafic pour voir si mon trafic a soit augmenté de manière anormale, soit baissé de manière normale. Et quelques petits indicateurs classiques. Mais l'objectif du tableau de bord, c'est j'arrive, parce que c'est la page qui se charge par défaut, et je peux savoir si ça va ou ça ne va pas. L'objectif, ce n'est pas de faire une analyse approfondie. L'analyse approfondie, elle va se faire dans les rapports. Mais le tableau de bord, il permet de savoir tout simplement si votre site web est en bonne santé, en quelque sorte. Ensuite, on va retrouver dans Matomo des sections qui sont un peu similaires à celles qu'on avait sur Analytics. C'est les trois premières sections. Tout ce qui est lié aux visites, au comportement et à l'acquisition des utilisateurs. Donc, dans Visiteurs, vous allez retrouver des informations qui sont très pertinentes. La courbe que tout le monde cherche, c'est la courbe de trafic. Donc, on va la retrouver directement en fait, dans l'onglet Visiteurs sur le récapitulatif. Et là, on va avoir une courbe de trafic classique. Chaque rapport, en fait, est complètement modulaire. Donc ici, je vais pouvoir aller choisir des nouvelles métriques à afficher, soit en parallèle, donc je vais pouvoir cocher mes visiteurs et mes visiteurs uniques et les avoir en parallèle, soit en n'ayant une seule information. Et vous voyez que j'ai que mes visiteurs uniques à ce moment-là. Donc, chaque rapport de Matomo, sans rentrer dans un cadre vraiment purement de formation, mais juste pour vous expliquer un peu
les principales fonctionnalités. Donc, pour chaque rapport de Matomo, déjà, peut être exporté très simplement depuis le petit icône qu'on a sur le côté à gauche. Et on peut l'exporter dans plein de formats différents. Donc, si vous voulez travailler vos données en dehors de Matomo, vous pouvez les exporter pour Excel ou les travailler sur un autre site web avec des formats un peu plus libres qu'on peut exploiter et réexploiter partout. L'objectif de Matomo, ça va être de collecter vos données et de la stocker. Matomo dispose bien entendu d'une interface, donc ce qu'on voit avec les différents rapports, mais vous pouvez en avoir un usage complètement différent où Matomo va servir de gestionnaire de données. Et vous, derrière, vous allez tout simplement requêter vos données sur Matomo et Matomo va vous les servir sur un plateau. Donc, c'est à vous de choisir en fait l'usage que vous allez avoir de Matomo. L'usage le plus classique, c'est bien entendu de naviguer dans les rapports, mais vous avez la possibilité de faire absolument ce que vous voulez. Donc, tous les rapports de Matomo en fait, sont rangés et à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle section, on a une partie récapitulative. Donc, c'est la partie où je suis, où globalement, on va avoir des KPI disponibles ici. L'ensemble de ces informations sont en fait dispatchées dans les rapports qui sont détaillés plus bas. Donc, on peut se balader un petit peu dans l'interface si vous voulez. Une fonctionnalité phare que moi j'apprécie énormément dans Matomo et qu'on ne retrouve absolument pas dans la concurrence, c'est le journal des visites. Donc, ce journal de visite, il est un peu controversé pour deux raisons. C'est qu'il n'est pas RGPD compliant sans consentement utilisateur. C'est-à-dire que vous devez avoir le consentement utilisateur pour avoir cette fonctionnalité-là. Si vous n'avez pas le bandeau cookie, ce rapport n'existe pas dans Matomo. Donc, le journal des visites qu'on a ici, en fait, il va retracer tout simplement l'intégralité d'une visite d'un utilisateur. Donc, pour vous donner un peu le type d'information que Matomo est capable de collecter, donc je vais prendre cette visite-là par exemple, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une personne qui est arrivée lundi 12 décembre 2022 à 23h20, hier, depuis Google, et que ici, le mot-clé que la personne a saisi sur Google n'a pas été retenu, mais dans certains cas de figure, le mot-clé que la personne aura tapé sur Google va être présent et va vous être affiché. Derrière, on va avoir des petites informations. Ici, on a une personne avec une flèche verte qui veut dire que l'utilisateur est revenu. On a les configurations de son navigateur, de son système d'exploitation et de son appareil. Donc là, on voit que c'est un smartphone sur Android avec Chrome. Et derrière, on voit ce que la personne a réalisé. Donc, les différentes pages qui ont été vues. Et ici, on voit que la personne a rechargé la page sur laquelle il était. Et donc, ça permet en fait vraiment de reconstruire une visite complète d'un utilisateur. Donc là, c'est des visites qui sont assez simples. Mais si vous avez des éléments, voilà une visite un peu plus complète. Si vous avez des visites notamment sur un site e-commerce, vous allez retrouver donc ici des événements personnalisés. Donc là, on voit que quelqu'un a retiré de son panier un couteau de plongée et tout simplement que le panier en fait n'a pas été abouti, enfin n'a pas été jusqu'à la commande. Et donc, on a un panier abandonné avec le détail des produits qui ont été abandonnés dans le panier. Donc ça, si vous êtes un exploitant de site e-commerce, c'est extrêmement important d'avoir toutes ces informations-là. On va voir plus bas, mais il y a tous les liens qui sont liés au e-commerce qui sont rangés ici. Mais on va pouvoir vraiment revivre intégralement et étape par étape la visite d'un utilisateur. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui vous permettent de faire ça. Notamment, je reprends l'exemple de Google parce que c'est bien entendu le plus connu, mais chez Google, l'intégralité des rapports que vous avez, ce sont des données qui sont mélangées. C'est les données de tous les utilisateurs qui sont agrégées et qui sont présentées dans les rapports. Matomo a un peu cette double facette. Dans le journal des visites, c'est visite par visite. Dans les rapports plus bas, notamment si je rentre dans les périphériques, là, ce sont des données qui sont agrégées. Donc là, je vais avoir l'intégralité des visiteurs qui sont venus depuis un périphérique de bureau sur la journée du 12 décembre. Donc, sur l'interface de Matomo, pour voir un peu comment on peut interagir avec tous ces rapports-là, donc que ce soit ici des rapports liés au périphérique, liés au logiciel d'exploitation, etc. En fait, tous ces rapports-là, ils vont être soumis à une barre de contrôle. Donc, la barre de contrôle, c'est la barre qu'on a en haut. Le premier bouton qu'on a, c'est un bouton qui permet de changer de site web. Sur la même instance de Matomo, vous pouvez avoir plusieurs sites web d'installer. Donc, vous avez le site de votre entreprise, vous avez peut-être un blog sur un sous-domaine, vous avez peut-être un autre service annexe. Vous n'avez pas besoin d'installer Matomo 3 fois. Vous installez Matomo une fois sur un serveur et ensuite, vous ajoutez, chaque fois que vous avez un nouveau domaine, une configuration et une propriété sur Matomo. Donc ça nous permet tout simplement de changer de propriété. À côté, vous avez un sélecteur de période. Donc, par défaut, quand vous arrivez sur Matomo, il va toujours être réglé sur la journée de la veille. Pourquoi sur la journée de la veille? Parce que ça vous permet d'avoir des rapports qui sont tous établis sur 24 heures. Si vous mettez sur la journée en cours, si vous connectez le matin ou l'après-midi, vous allez avoir un jeu de données qui ne va jamais être sur 24 heures. Et du coup, vous allez avoir des approximations, vous allez avoir surtout des informations qui seront erronées. On peut se mettre sur la journée d'aujourd'hui, mais il faut tout simplement cliquer sur aujourd'hui, sur mardi 13 par exemple. Mais du coup, on aura des rapports qui seront incomplets.
On peut du coup choisir si on veut un jour, une semaine, un mois, une année ou une période définie. Une période définie, on choisit une date de départ, une date d'arrivée, tout simplement. Et derrière, l'intégralité des rapports vont se recalculer et nous afficher les données en fonction de la période définie. Donc ça, c'est super, on va dire super simple d'utilisation. C'est très facilement manipulable. Et derrière, tout va être automatisé à ce niveau-là. Donc là, si j'ai mis sur décembre 2022 et que je veux à nouveau exporter mes données, ça va bien entendu exporter les données sur la période définie plus haut. L'intégralité des rapports qu'on a peuvent également être segmentés. Donc segmentés, ça veut dire qu'on va choisir de ne pas exploiter 100% des données collectées par Matomo, mais uniquement des données qui vont correspondre à un critère précis. Donc ce critère, c'est ce qu'on appelle un segment. Donc ici, on a des segments qui ont été préfaits. Et alors, je vais vous montrer sur cette instance-là, du coup, on va pouvoir créer un segment. Et tout simplement, en fait, on va pouvoir soit se baser sur toutes les visites, donc 100% du jeu de données, soit sur une partie du jeu de données. Donc, par exemple, je veux choisir ici des utilisateurs en provenance du navigateur qui est, et là on va avoir une présélection qui va apparaître, donc là, il calcule en fait mes visites pour savoir quels sont les navigateurs qui ont déjà été collectés, et ici j'ai la liste de tous les navigateurs que je peux exploiter. Donc je vais dire que je veux par exemple uniquement voir les visiteurs en provenance de Chrome, je nomme mon segment, et directement en l'appliquant, mon rapport, alors du coup mon rapport il n'est pas encore calculé, donc il faudra qu'il se calcule, mais mon rapport va être segmenté par rapport à des utilisateurs qui ont uniquement la configuration navigateur et Chrome. Donc ça me permet derrière soit de filtrer, donc ce qu'on peut observer ici, soit de comparer. Je peux comparer deux jeux de données. Je peux comparer par exemple toutes mes visites par rapport à mes utilisateurs mobiles en cliquant sur le petit bouton noir ici. Mes deux segments sont activés et du coup l'intégralité de mes rapports sont doublés. Et du coup je retrouve ici que j'ai des utilisateurs sur Windows 10. Bon, du coup forcément des mobile users, on va avoir par exemple des tablettes. Vous avez une surface, c'est considéré comme un appareil mobile et donc vous avez des versions Windows pour mobile. Donc, ça me permet derrière de segmenter. Donc, on voit bien qu'il y a une très grosse majorité des visites qui sont que l'intégralité des visites, en gros, est sur pas du mobile, donc en gros du desktop, quoi. Mais donc, vous pouvez comme ça avoir autant de segments que vous voulez. Sur l'offre cloud de Matomo, on va être limité à 100 segments. Sur une offre on-premise, donc vous installez vous-même sur votre serveur, vous n'avez pas de limite. L'offre on-premise, les seules limites que vous avez, concrètement, c'est votre carte bleue. C'est la puissance que vous voulez allouer à Matomo au travers du serveur que vous allez réserver, tout simplement. Donc voilà un peu globalement le fonctionnement de cette barre de contrôle qui permet d'agir du coup sur l'intégralité des rapports présents dans Matomo. Et derrière, vous allez retrouver les données que vous aviez chez, par exemple, Google Analytics si vous utilisez aujourd'hui Google, donc avec des cartes en fonction des pays de provenance, de la configuration matérielle des navigateurs, des langues utilisées par les utilisateurs, donc des configurations matérielles, type de périphérique, les marques, les modèles, les versions, résolution d'écran, etc. Dans les logiciels, c'était les navigateurs. Pour les développeurs, ça va être les moteurs de rendu qui permettent de savoir ce qu'on a le droit d'utiliser ou non sur la conception d'un site web, pour faire de la rétrocompatibilité, par exemple. Des horaires pour savoir à quel moment les utilisateurs sont le plus présents sur votre site web. Ça peut être intéressant si vous faites de la communication. Vous voulez shooter une newsletter, vous voulez être sûr de la shooter au bon moment. On voit qu'on a un utilisateur qui arrive qui sont à partir de 10-11 heures sur notre site web. Ça peut être intéressant de shooter vers 9h30 votre newsletter pour booster du coup justement cette courbe d'activité sur des horaires un peu précis. Après, vous avez des fonctionnalités, donc les fonctionnalités qu'on a en bas là, c'est des fonctionnalités qui nécessitent des configurations. Donc, par exemple, ici, l'identifiant utilisateur, c'est tout simplement quand vous avez un espace membre dans votre site web et que vous voulez synchroniser l'espace membre utilisateur avec les utilisateurs trouvés par Matomo. En clair, quand vous arrivez sur un site web sans espace membre, Matomo dépose un cookie avec un identifiant. Cet identifiant, ça va être l'identifiant du visiteur dans la session, dans la visite. Quand vous êtes sur un logiciel SaaS ou une plateforme ou un site web avec un espace membre, quand vous avez un compte sur ce site web, cet utilisateur va avoir un identifiant. Il est possible de passer cet identifiant ou tout autre élément unique de l'utilisateur à Matomo via une petite fonction qui va permettre de synchroniser les identifiants. L'intérêt de cette fonctionnalité-là, c'est de faire du suivi utilisateur cross-device. Si je me connecte sur mon PC, Matomo va déposer un cookie sur mon PC, mais ce cookie va être que sur mon PC. Si je reviens sur le site web avec ma tablette ou mon smartphone, eh bien, auprès de Matomo, je vais être considéré comme 2 ou 3 utilisateurs différents. Avec le User ID, on va synchroniser l'intégralité des sessions via cet identifiant. Et du coup, dans Matomo, on va bien avoir un utilisateur
qui est enregistré et qui possède 3 types d'appareils différents. Et donc, ça permet de tout rassembler. Donc, c'est super, super puissant. Et derrière, du coup, les fonctionnalités qu'on a ici, donc variable personnalisée, c'est une fonctionnalité qui est dépréciée aujourd'hui, et on en parlera plus tard via les dimensions personnalisées. Et du coup, ça, c'est une dimension personnalisée. Une dimension personnalisée, ça permet de remonter une information dans Matomo qui n'est nativement pas prise. Un exemple très parlant, dans Matomo, vous avez des navigateurs, vous avez des périphériques, on l'a vu, des horaires de visite, des titres de page, des URL, mais vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas la possibilité de remonter l'auteur d'un article. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Eh bien, vous avez juste à créer une dimension auteur et à pousser de manière dynamique la valeur de votre auteur dans cette dimension personnalisée. Et donc, pour chaque utilisateur qui va lire en fait un article, l'auteur va être remonté. L'intérêt de cette fonctionnalité-là, c'est que derrière, dans Matomo, vous allez pouvoir faire le nombre de pages vues par auteur, savoir quels sont les auteurs qui sont les plus lus, quels sont les auteurs qui performent le plus en clair, et vous allez pouvoir remonter dynamiquement l'intégralité de ces données directement dans Matomo. Et donc, ça, c'est des étapes qui sont pas très complexes à mettre en place. En lisant la documentation, ça peut faire un peu peur, mais en réalité, il s'agit d'une seule ligne de code à configurer. Donc, c'est très élémentaire. Et derrière, c'est ce qui va permettre d'avoir énormément de valeur ajoutée à Matomo. Quand je vous dis Matomo, si vous ne le configurez pas, tout le monde a la même chose. Si vous prenez un peu le temps de réfléchir à quelles sont les informations que j'ai et quelles sont les informations dont j'ai besoin et qui ne sont pas présentes, et que vous pouvez rajouter du coup au travers d'une dimension, vous allez donner en fait des super pouvoirs à Matomo. Clairement, vous allez pouvoir aller très loin dans l'analyse de vos données et avoir quelque chose qui vous parle et pas juste un analytics qui est comme l'analytics de n'importe qui, mais avec des valeurs différentes. Là, vous allez avoir un analytics qui est configuré pour votre besoin, pour votre secteur d'activité et qui du coup va vous parler directement. Et ça, c'est super, super intéressant. J'en profite pour lire en même temps les questions, parce que je vois qu'il y a quelques questions qui sont passées. Parfait, vas-y. Avec Matomo, ça fonctionne comment? Facile à installer. C'est un code de suivi JavaScript ou dans d'autres langages, mais vous, dans le cadre de Webflow, du coup, avec JavaScript, que vous allez pouvoir copier et coller tout simplement dans les codes additionnels de votre instance Webflow. Donc, vous allez récupérer ce code Matomo, vous le collez dans le code additionnel Webflow et vous publiez une nouvelle version de votre site et automatiquement, le tracking démarre tout seul. Donc, ça veut dire qu'avec Matomo, avec Webflow, on est obligé d'utiliser la version cloud. On pourrait, ou alors il faudrait être à l'aise avec le fonctionnement d'un serveur pour installer Matomo sur un serveur. Et du coup, c'est ça. Alors, il y a plein d'offres disponibles. Soit, en effet, vous avez des compétences techniques et vous commandez un serveur chez votre hébergeur favori et vous configurez tout à la main. Ça veut dire que vous êtes en charge de la sécurité. Ça, c'est super important. Parce qu'on passe d'un outil, Google, par exemple, AT Internet, qui est géré par des sociétés, même des multinationales, qui derrière vont avoir les meilleurs ingénieurs du monde pour gérer leur sécurité, à une solution qui, premier abord, ne présente pas de faille de sécurité, mais qui va être installée sur votre serveur, et c'est vous qui allez faire la configuration de ce serveur. Et vous n'êtes pas forcément expert en réseau et en configuration de serveur. Donc, c'est une charge en plus pour vous. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Donc, si vous voulez vous délester de ce poids-là, vous avez les offres cloud de Matomo, vous avez par exemple Web&Ion ou Clever Cloud qui proposent des installations en un clic de Matomo sur des serveurs qui sont gérés par eux, soit vous l'installez vous-même sur votre propre serveur. Dans tous les cas, une fois que Matomo est installé, le fonctionnement est le même. Vous avez un code de suivi à copier et à coller, et derrière, directement, vous allez pouvoir commencer le suivi des données sur votre site web. Donc, le fonctionnement est le même, quelle que soit l'offre que vous allez choisir. Ok, très clair. Et donc, je parlais du tracker JavaScript, qui est le tracker le plus populaire et celui qui permet d'avoir le plus d'informations sur l'utilisateur qui vient sur votre site web, mais il existe d'autres trackers. Vous avez un tracker du coup PHP qui permet d'être implémenté côté serveur. Pour ça, il faut des solutions côté serveur avec un accès au code source, ce qui du coup pour Webflow ne va pas être le cas. Et Webflow, je ne pense pas que ce soit codé en PHP. Vous avez aussi du coup la possibilité de pousser directement les données via ce qu'on appelle une API, donc via l'API de tracking HTTP. Donc en fait, c'est une URL qu'on appelle et on va passer plein de paramètres en paramètres d'URL tout simplement. On va passer plein de valeurs en paramètres d'URL. Et en respectant du coup une nomenclature précise de cette URL, Matomo va collecter et stocker les données que vous avez passées en paramètres de l'URL. C'est notamment ce qui peut être utilisé quand vous faites de l'IoT, des objets connectés. Vous ne pouvez pas forcément déployer de tracker JavaScript sur de l'IoT. Vous allez pouvoir utiliser cette API de tracking HTTP. C'est aussi une fonctionnalité qui peut être utilisée quand vous avez du développement d'applications mobiles, où vous n'allez pas forcément pouvoir déployer le tracker JavaScript ou
le tracker compatible iOS, Android, etc., vous pouvez faire du sur-mesure avec l'API Tracking HTTP. Donc, il y a plein de solutions, en fait, pour collecter de la donnée et la pousser vers Matomo. Mais la plus simple, ça reste le tracker JavaScript. C'est ce qui est déployé chez l'intégralité de mes clients et chez la très, très grande majorité des utilisateurs de Matomo. Question un petit peu annexe, mais du coup, toi, quand tu travailles avec un client, tu préfères les mettre sur une solution cloud ou tu préfères mettre en place un Alors, serveur ça va complètement dépendre du client. Donc, clairement, moi, aujourd'hui, les clients que j'ai, c'est plutôt des grosses structures. Donc, elles ont souvent des équipes IT en interne. Si elles ont des équipes IT qui ont de la bande passante, c'est une installation en interne parce qu'on peut maîtriser les coûts. On a un accès au code source et en fait, comme vous avez parlé des politiques RSE derrière, ça veut dire que en fait, on gère 100% de la donnée, on a accès à la base de données, on peut modifier ce qu'on veut, on peut altérer le code de Matomo si on le veut. Parce que Matomo est un logiciel libre et open source, donc on a accès au code source, on peut le modifier et le redistribuer. Donc ça, c'est quand même des sacrés avantages. Donc pour des entreprises qui vont avoir vraiment un usage poussé de Matomo, je recommande forcément une installation on-premise pour avoir l'intégralité des pouvoirs en main. Et sur les entreprises qui vont surtout avoir des équipes de traffic manager et pas forcément de bande passante sur l'IT, ou juste qui veulent complètement se délester de l'installation de Matomo, là, je recommande des offres cloud. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence assez notable entre les deux. C'est que sur une offre on-premise, vous avez des fonctionnalités qu'il faudra acheter en plugin payant à côté. Dans l'offre cloud, l'intégralité des fonctionnalités payantes sont intégrées nativement dans la solution. Donc, sur une offre on-premise, si vous avez besoin que d'une fonctionnalité premium, en fait, vous allez pouvoir vraiment maîtriser 100% de vos coûts et choisir si oui ou non on achète tel ou tel plugin. Dans l'offre cloud, vous avez du coup un tarif qui peut être avantageux en fonction de votre trafic, mais vous avez surtout l'intégralité des plugins premium qui sont préinstallés et activés par défaut. Donc, c'est les deux grandes différences en fait entre les solutions. Parce que si vous regardez le tableau comparatif entre l'offre on-premise à installer soi-même et l'offre cloud, oui, il y a des différences, mais c'est des différences qui vont toucher pratiquement personne. Parce que les différences, ça va vraiment être sur les limites de l'outil. Nombre de segments limité à 100, nombre de propriétés limitées, durée de rétention des données brutes. En fait, c'est des concepts qui sont, oui, intéressants, mais aujourd'hui, on atteint rarement ces limites-là, ou en tout cas uniquement chez des très grosses structures. Donc, ce n'est pas des limites qui aujourd'hui vont concerner la plupart de mes clients. Ok, très clair. Voilà. On avait une question de Val, il faut des comptes utilisateurs pour utiliser des user ID. Donc, en effet, ça pourrait fonctionner avec. Aujourd'hui, il y a quelques acteurs dans le milieu. Alors, ce n'est pas forcément des comptes clients, mais ça va être des espaces membres. Et donc, les espaces membres ont un compte client, mais dont l'accès est assez limité. Nous, de notre côté, on va pouvoir avoir du contenu spécifique à chaque membre. Chaque membre, c'est du contenu spécifique à un groupe de membres, on va dire, des accès spécifiques. Du coup, on pourrait rattacher un compte MemberStack à Utseta ou désormais bientôt Webflow à Matomo. Okay. C'est ça, mais il faut forcément un identifiant unique par utilisateur. Et donc, du coup, c'est forcément un identifiant unique. C'est ça. Okay. Si vous avez, par exemple, le contre-exemple, c'est si vous avez un espace privé avec un mot de passe que vous avez partagé à une communauté. Vous avez un espace du site qui est bloqué par un mot de passe, mais il ne faut pas un compte personnel pour y accéder. Là, le user ID ne fonctionnera pas. Ok. Voilà. Donc, sinon, si on continue sur les questions, question de Vianney qui me dit dimension et métrique. On retrouve donc ce que propose Google Analytics tel que ce screenshot. On a en fait les mêmes notions. Quelle que soit la solution d'analyse d'audience que vous utilisez, que ce soit Matomo, je parlais d'Internet Analytics, on va toujours avoir des dimensions et des métriques. La dimension, en clair, ça va être, par exemple, le navigateur, l'identifiant, comment expliquer c'est la boîte, et les informations dans la boîte, c'est les métriques. Donc, une métrique, ça va être une valeur, donc un nombre de visites, un nombre d'actions, ce genre de choses. Et les dimensions, c'est la boîte sur laquelle vous allez marquer en libellé l'information. Je ne sais pas très bien expliquer. Comment expliquer ? Vous avez la dimension navigateur et en valeur, vous allez avoir Firefox, Chrome, Edge et ce genre de choses. Et les valeurs, du coup, ce sont des métriques. Et derrière, on va pouvoir croiser une ou plusieurs dimensions pour obtenir une ou plusieurs métriques. On peut avoir, par exemple, par pays, des navigateurs et je voudrais avoir le nombre de pages vues et de visites. Eh bien, je vais avoir deux dimensions et deux métriques de croisée. Donc, je vais avoir, pour la France, on va avoir Chrome et Firefox avec 10 000 visites sur Chrome et 4 000 visites par Firefox. Et pour, je sais pas moi, l'Allemagne, on va avoir Edge et Opera avec X visites et X visites. Donc, on va avoir deux dimensions, deux métriques. Et on peut comme ça croiser autant de métriques, cette dimension qu'on a envie. Donc oui, on peut faire exactement ce genre de choses.
Question de Val, pour le tracking des events, clique sur des boutons, ça se passe avec des ID, des classes, des attributs. Alors ça, c'est une question qui va être liée du coup à la partie Tag Manager de Matomo. Le Tag Manager, c'est ce qui va vous permettre derrière, principalement, de déployer des configurations un peu plus avancées. Pour revenir un peu aux bases du Tag Management, un Tag Manager, ça sert à organiser nos balises et nos codes de suivi. C'est la promesse du Tag Manager. On va avoir ce qu'on appelle un conteneur, grosse boîte, dans laquelle on va avoir des codes, des outils, en fait, des codes qui sont rattachés à des outils de suivi marketing. Vous imaginez que vous avez le conteneur dans lequel on va avoir le code de suivi de Matomo, le code de suivi de votre pixel Meta, le code de suivi de Hotjar, le code de suivi de X solutions marketing. Le principe du Tag Manager, c'est que vous allez organiser vos codes dans des balises et le Tag Manager, il va déployer ces balises-là sur votre site web à des moments précis. La plupart des solutions marketing d'analyse d'audience vont vous demander de les déployer dès que la page charge, donc, au chargement de la page, mais il y a des fois, vous allez devoir déployer des balises à des moments précis, notamment la soumission d'un formulaire ou lorsque l'utilisateur se trouve sur une URL précise. Donc le Tag Manager, on va pouvoir comme ça configurer ce qu'on appelle les déclencheurs. Les déclencheurs, c'est tout simplement une condition qui, si elle vaut vrai, va déclencher la balise. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'on a comme contenu dans notre balise. Soit on a des codes de suivi qui prennent en charge l'intégralité du suivi standard d'un site web, Matomo par exemple, soit on a des extensions de ce code de suivi. Par exemple, la possibilité d'émettre un événement personnalisé. Donc un événement personnalisé, c'est un événement, donc c'est une information qui va être poussée à un moment précis et qui a un libellé, par exemple register quand quelqu'un s'inscrit, et des valeurs qui sont optionnelles. On peut dire register et puis je passe un petit identifiant en même temps en valeur secondaire. Le Tag Manager, en fait, il va nous permettre de déclencher à la soumission, par exemple, d'un formulaire précis, un événement avec un nom précis. Par exemple, je me connecte, je vais avoir un formulaire de contact qui va porter l'identifiant login-form. Quand je le soumets, si le formulaire est soumis, j'émets un événement vers Matomo qui s'appelle login. Du coup, je sais que dans le parcours de mon utilisateur, à un moment donné, il a soumis un formulaire et il s'est inscrit. L'intérêt de ça derrière, c'est en effet de baliser correctement le parcours de l'utilisateur, mais ça va être aussi de déterminer des objectifs de conversion. On va pouvoir dire, je détermine qu'une visite a une conversion validée lorsqu'un utilisateur s'est inscrit, s'est connecté, ce serait un peu simple, mais pourquoi pas s'est connecté, a utilisé mon formulaire de contact, formulaire de conversion de leads, ou tout simplement a effectué un achat e-commerce. Donc, on peut déployer ce qu'on veut. Maintenant, si je reprends vraiment l'essence de la question, on peut le configurer, en fait, le Tag Manager, donc le déclencheur dans le Tag Manager plutôt, sur absolument ce que vous voulez. Donc, soit en se basant sur un identifiant, c'est le plus simple et c'est ce qui est recommandé, mais suivant le code que vous avez accès. Donc là, vous, sur Webflow, vous avez accès aux classes et aux ID, donc pas de souci. L'intérêt, c'est pour vous, en effet, de rajouter des ID sur chaque élément que vous voulez suivre et de vous greffer sur un ID. Mais si vous n'avez pas, dans le cas de figure, vous n'avez pas d'ID identifiant, vous pouvez en fait soit utiliser la cascade CSS, donc partir d'un élément par an, et cibler des classes ou des balises enfants. On peut très bien faire ça. Sinon, par n'importe quel autre élément unique présent sur la balise. Donc vous avez des attributs data vous pouvez exploiter ces attributs data. Si c'est un bouton avec un texte spécifique, vous pouvez même utiliser le texte qui est rédigé à l'intérieur du bouton pour cibler un élément dans la page. Donc en clair, le Tag Manager, il n'a pas vraiment de limite. Vous pouvez traquer n'importe quoi dans n'importe quel format. Et si vous pensez qu'il y a une limite, en réalité, il n'y en a pas. C'est juste qu'il faut passer sur ce qu'on appelle le data layer, mais ce n'est pas le sujet. C'est un peu plus complexe, mais c'est ce qui va permettre de passer encore niveau dessus et de lever toutes les limites techniques que vous pourriez rencontrer dans votre Tag Manager. Ok, ça veut dire qu'on peut traquer énormément de choses et finalement, ça fait un peu la passation avec la question de Vianney, où quand on regarde donc, sur la page pricing, je vous ai mis le lien dans le chat. En fait, le pricing de Matomo va dépendre des hits. Et le hit étant, du coup, ça peut être très bien une page vue, ça peut être un événement cliqué, ça peut être toute interaction que va avoir Matomo avec le site. Donc finalement, en effet, plus on va traquer, plus on va avoir de hits. Et plus on va traquer de choses différentes, plus on va avoir des hits. Et donc, plus l'offre peut monter. Du coup, ça soulève un point qui est super important, c'est traquer uniquement ce qui vous sert. Alors que pour s'assurer de ne pas traquer n'importe quoi et de ne pas stocker, on va dire, inutilement de la donnée en base, on fait ce qu'on appelle un plan de tracking, un plan de tagage. Un plan de tagage, c'est grosso modo un document, un tableur, dans lequel vous allez déterminer ce que vous voulez en configuration, les informations que vous voulez collecter, comment les collecter,
Et en gros, vous allez vider votre tête en fait dans ce document. L'intérêt, c'est d'avoir quelque chose qui est pérenne, qu'on peut transmettre dans une société et qu'on va mettre à jour en même temps que le site évolue. Ce document, c'est la retranscription on va dire Excel, de la configuration de votre tag manager. Donc, le faire sur papier avant, ça permet d'éviter d'avoir la folie du tracking, parce que dès qu'on commence à dire « Ah, mais je peux traquer un bouton », on va avoir envie de traquer tous les boutons du site, tous les formulaires, alors qu'en fait, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Une erreur que je rencontre énormément en formation, c'est on passe la matinée, par exemple, sur l'outil Matomo sans parler du tag manager. Et après le midi, toutes les questions qui sont restées un peu en suspens, on y répond au travers du tag manager. Du coup, ça crée un effet waouh chez les stagiaires en formation. Ils se disent, mais attends, mais avec le tag manager, on peut absolument tout faire. Du coup, on va tout faire. Et en fait, ils commencent à recréer des choses qui sont captées de base. Par exemple, vous avez un PDF mis à disposition sur votre site web. Vous voulez savoir combien de personnes ont cliqué pour télécharger votre PDF. Matomo le fait tout seul. Vous n'avez pas besoin de configurer quoi que ce soit. Matomo détecte des URL qui ont des extensions, par exemple .zip, .pdf, .rar, tout ce que vous voulez. Il va détecter ces extensions-là et automatiquement, il va comptabiliser une action de téléchargement de la part du utilisateur, pas juste un clic sur une URL. Il va bien comptabiliser un téléchargement. Systématiquement, j'ai des personnes qui vont me dire « Ah oui, alors nous, on a un livre blanc mis à disposition, on veut savoir combien de personnes le téléchargent, je vais créer une balise avec un événement personnalisé dans le Tag Manager. » Non, ça ne sert à rien, sauf si le livre blanc est derrière un formulaire, auquel cas là, on peut configurer un événement sur la soumission du formulaire. Mais ce ne sera pas une détection sur un clic de téléchargement. Donc, il faut vraiment se limiter aux besoins qu'on a, et pour ça, il faut faire une étude un peu préalable, c'est quoi mon secteur d'activité, qu'est-ce que je vais vraiment suivre. Parce que derrière, j'ai beaucoup de personnes qui ont des Matomo avec énormément de données, 3 ans de données à l'intérieur ou plus, des dimensions personnalisées dans tous les sens, ça c'est très bien, et qui derrière en fait vont aller sur récapitulatif, visite, et se dire « Ah, aujourd'hui on a fait plus de visites qu'hier ». Oui, Ouais. mais il faut aller plus loin, il faut aller exploiter les rapports en long, en large, en travers, quoi. Ok. D'abord les rapports, d'abord le tracking classique, et puis si on a vraiment besoin de données spécifiques, on passe au tag manager. Au tag manager. C'est toujours leurs outils, exactement, David. Je ne sais pas si tu voulais nous montrer d'autres choses. Après, on peut se balader rapidement dans l'interface si vous voulez. Vous avez, vous avez tout un rapport, par exemple, sur page. Donc ça va être très important. Soit vous le prenez dans un sens en disant « Ah, trop bien, quelles sont les pages en fait, qui performent le plus ?» Soit vous le prenez à l'envers. Vous filtrez en fait, à l'envers. Hop là. À l'envers, et vous prenez les pages qui performent le moins, et ça vous dit sur quelle page il faut bosser. Donc ça, c'est un truc tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Et une fonctionnalité qui est hyper bien faite dans Matomo et qu'on retrouve assez peu aussi à la concurrence, c'est la logique de silo. En fait, quand vous avez dans une page web, vous avez des répertoires dans votre URL. Donc, ce qui va correspondre notamment sur Webflow, par exemple, aux collections. Vous allez avoir /portfolio/ l'identifiant de l'élément que vous voulez regarder dans votre portfolio. Et bien, en fait, dans Matomo, ça va être regroupé justement comme ça, par segment, par répertoire d'URL. Et on va pouvoir avoir soit la somme de toutes les pages filles d'un répertoire, ça c'est super bien, soit directement la somme des pages vues de l'URL complète. Donc là, c'est /diving /bali, par exemple. Donc ça, c'est pour avoir une lecture en silo, c'est super intéressant d'avoir ça. Ça permet en fait d'avoir des sommes, tout simplement, et de se dire, ah oui, tiens, vous imaginez que vous avez un site avec un blog et des catégories, et que les catégories sont présentes dans les répertoires d'URL, et ben, vous avez une catégorie sport, vous allez justement cliquer là-dessus sur sport, et vous allez avoir le total, et vous savez que sur le mois de décembre, tous les articles de la catégorie sport ont généré X vues de manière globale. Ça, c'est vraiment bien, et on ne l'a pas de manière facile et aussi accessible dans les autres outils, donc ça c'est vraiment top. Sinon, dans les fonctionnalités, évidemment, toutes les fonctionnalités sont super intéressantes. Quelque chose qui est implémenté de base et qui est trop bien, c'est la détection de la recherche automatique. En gros, quand vous avez une recherche sur un site web, vous avez souvent un paramètre d'URL qui est rajouté à l'URL de votre site web avec un petit mot-clé. Matomo détecte automatiquement ces recherches-là en se basant sur justement le paramètre d'URL. Donc ça permet tout simplement de détecter toutes les recherches qui ont été effectuées, les recherches qui ont amené l'utilisateur à une autre page sur votre site web, qui ont redirigé l'utilisateur, ou les recherches qui ont amené à la fin de la visite et du coup qui ont coupé la visite. Donc, si vous êtes fan de rédaction, vous allez toutes les semaines sur ce rapport-là, vous sortez votre top 10 des mots-clés les plus tapés. Ça veut dire 2 choses. Soit que l'article que vous avez déjà rédigé qui en parle n'a pas le bon titre et est caché un peu profond dans votre site web, et donc il faut le remettre un peu plus en avant. Soit vous n'avez pas d'article et vous avez directement votre sujet qui a été tapé par vos internautes.
Donc ça, c'est super bien pour garder une ligne d'édito et savoir en fait ce que vous voulez publier. Donc, Pour la vraiment très bien. croissance SEO, là, c'est ouais, ça, c'est les notions à aller Là, ouais, creuser. pour les SEO, c'est parfait, quoi. C'est Et donc pépite. derrière, donc, je vais un peu plus vite, mais vous avez détection des liens. Donc tous les liens qui ne commencent pas par votre nom de domaine sont considérés comme des liens sortants. Donc, vous pouvez savoir combien de clics et combien de visites vous envoyez en clair chez les sites que vous citez. Si ce sont des fichiers, c'est-à-dire des liens qui se terminent par du JPEG, du doc, du zip, du PDF, etc., ils sont automatiquement listés ici. Et donc, vous avez le nombre de téléchargements uniques et de téléchargements. Donc, la différence, c'est que quelqu'un peut télécharger plusieurs fois le même document au cours d'une session. Et donc là, Matomo va isoler en fait ces deux comportements-là. Vous avez du coup tout ce qui est lié aux événements. Donc là, le site de démo de Matomo, il est configuré avec beaucoup d'éléments. Donc, vous avez des événements e-commerce. Là, on a Cart Change, mais en fait, on a de la vue de page produit, de la vue de page catégorie, on a le fait que les commandes se soient bien passées. On a plein d'éléments personnalisés en fait, qu'on peut avoir. On va retrouver les événements ici. On peut les regrouper par action ou par nom d'événement. Mais l'intérêt, ce n'est pas d'exploiter directement les événements ici. Ça va être de créer un segment qui contient un événement précis, de retourner dans les visiteurs pour revivre dans le journal des visites les sessions qui ont amené à la réalisation de cet événement. Et du coup, on va pouvoir se dire, ah, mais il y a un pattern qui se dessine. Les gens qui, généralement, arrivent à déclencher cet événement personnalisé sont passés par telle et telle page avant. Et du coup, on va essayer de forcer un espèce de pattern et de comprendre comment les gens arrivent à terme. Donc voilà, règlement sur le comportement. Il y a quelque chose qui est aussi super intéressant, c'est tout ce qui est lié aux performances avec les mises à jour Core Web Vitals de Google. Alors là, bon, il n'est pas forcément dispo. Moi, je vais l'avoir depuis une semaine sur cette instance de démo aussi de mon côté. Hop, performance. Voilà. Et je vais basculer sur la période du 4 au 13. Et du coup, on va retrouver tout simplement en fait, les temps de chargement, là, globaux du site web, mais on y a accès page par page. Pour avoir cette information-là, page par page, on va sur une page, la page d'accueil, on clique sur le petit textimètre, et automatiquement, on a l'information pour l'URL précise. Et donc, on retrouve la performance du temps de chargement de nos pages directement à ce niveau-là. Donc ça, c'est super intéressant. On retrouve des informations qu'on a également avec le flux des utilisateurs. En clair, d'où viennent nos utilisateurs et comment est-ce qu'ils continuent leur visite. Donc, on peut définir une page de départ. Vous allez, par exemple, ici, segmenter par page de départ ou définir ce que vous voulez. Et derrière, vous allez pouvoir observer qu'il y a des gens, par exemple, qui sont sur la page Jobs et qu'on a un certain nombre de sorties et que de cette page-là, on a des utilisateurs qui se dirigent vers différentes solutions. Plus vous avez de pages, plus ce rapport va être complet et détaillé, moins vous avez de pages, plus vous allez avoir des grosses cascades, notamment si vous avez un site web qui est, on va dire, où la page d'accueil va être extrêmement importante et vous avez assez peu de contenu, vous allez avoir la première colonne avec une grosse cascade sur la page de contenu et avec votre trafic qui va complètement être divisé sur vos sous-parties. Si vous avez un site de 10 pages, ce rapport-là, il va être parlant tout de suite, mais du coup, il aura un peu moins d'intérêt, mais ça va être extrêmement parlant. Vous avez tout ce qui est suivi en entonnoir, ce genre de choses. Enfin, vous avez énormément d'informations. Petite information très importante sur les campagnes marketing que vous pouvez mener. Donc, tout ce qui est lié du coup, aux campagnes, soit ads quand vous payez, soit sur Facebook, vous voulez faire un lien sponsorisé et vous voulez savoir combien de personnes proviennent de cette source-là. Vous ajoutez, vous savez, des URL, des paramètres dans votre URL. Donc, ces paramètres-là, ça peut être par exemple des paramètres UTM. Matomo a ses propres paramètres, les paramètres MTM, mais Matomo est compatible avec les paramètres de Google. Parce que Google a un peu imposé son propre standard et qui est devenu du coup le standard. Matomo s'accommode à ces standards-là et donc vous pouvez traquer des URL avec des paramètres UTM et ils vont tout simplement se ranger correctement dans les différents rapports de campagne. Donc c'est très très complet. Vous avez tout ce qui est lien sur l'acquisition, etc. Okay. Sur la partie e-commerce, vous avez toute l'activité liée aux utilisateurs sur la partie e-commerce, donc savoir s'ils ont abandonné leur panier ou pas, quels sont les produits les plus vendus, faire des sommes, avoir en fait tout ce qui est en lien avec votre outil. En clair, que ce soit aujourd'hui du Webflow, ou du Shopify ou d'autres solutions en fait qui permettent de fournir des données, ayez toujours un outil externe qui valide ça. Vous allez toujours avoir dans votre solution CMS un back-office prévu pour votre partie e-commerce avec vos statistiques de suivi e-commerce. C'est bien, mais essayez de l'avoir dans un outil externe, notamment Matomo, et d'avoir vraiment vos statistiques là parce que vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Un exemple de rapport personnalisé pour savoir comment ça se présente. Donc les rapports personnalisés, on a la possibilité d'en créer.
On peut en créer sur... Alors là, je ne suis pas administrateur sur la démo, mais sur cette version-là, si. Donc, en fait, comment ça se présente? On peut du coup définir donc, un petit nom et derrière choisir si on veut générer un tableau ou globalement un graphique. On a la possibilité du coup de choisir une première dimension. Donc, on parlait tout à l'heure des navigateurs, par exemple. Donc, on parlait des pays et des navigateurs. On va faire par pays. Une deuxième dimension, je veux croiser par pays et par navigateur. Très bien. Et je veux voir quoi? Je veux voir mon nombre de visites et par exemple mon nombre de recherches. Donc, on va voir, est-ce que c'est en anglais? Le total de recherche interne. Je vais valider ça. Ici, je peux y appliquer une deuxième condition. Par exemple, je ne veux que ce rapport ne concerne que les utilisateurs sur mobile ou ce genre de choses. Bon, là, nous, on va laisser l'intégralité de nos visiteurs. Et je peux comme ça, hop, commencer à regarder. Et on voit que par pays, si j'ouvre, je vais avoir mes navigateurs. Donc là, j'ai que Chrome sur celui-ci. Et le nombre de visites et le nombre de recherches internes. Bon, là, c'est pas très parlant parce que c'est une démo que j'ai installée il y a moins d'une semaine. Donc, on n'a pas de visites et pas de recherche interne. Mais on va pouvoir comme ça créer n'importe quel rapport. Le rapport, du coup, on va pouvoir le ranger soit dans une des sections du site, donc qu'on va retrouver ici, ici où vous voulez le ranger en fonction de ce que ça concerne, soit le laisser tout simplement, hop, il manque un nom, soit tout simplement le laisser dans les rapports personnalisés. Quand vous n'en avez pas beaucoup, au début, ça peut être intéressant de le laisser là. Donc, je le crée et directement, je vais avoir ici mon démo Webflow avec mon rapport qui va se générer ici. Donc là, tout simplement, il n'y a pas de données, c'est normal, parce que mon rapport, je viens de le créer, et donc il va commencer à croiser les données à partir d'aujourd'hui. Si vous voulez croiser des données qui ont déjà été collectées, c'est possible aussi, et pour ça, il faut aller dans quelques réglages un peu plus techniques de Matomo, et le forcer à recalculer les données sur la période que vous souhaitez pour avoir ce rapport avec des données qui sont antérieures à la date de création de ce rapport. Mais en tout cas, c'est totalement possible, et on peut créer comme ça n'importe quel rapport en croisant X dimensions et X métriques. Donc, c'est très complet. Ok, très clair. Voilà un peu pour les présentations, pour la démo basique, on va dire, de Matomo, parce qu'on en a pour plus d'une journée à passer sur toutes les fonctionnalités. Mais vous pouvez voir un peu ce qu'on a sur le bord. On a suivi automatique des formulaires, suivi des médias. Si vous avez des vidéos, du son dans votre site web, il va détecter si les gens jouent les vidéos, si elles sont jouées avec le son, si elles sont mises en pause en plein milieu, ce genre de choses. On peut faire de l'A/B testing aussi directement dans Matomo. C'est une fonctionnalité que moi, je n'utilise pas spécialement, parce qu'il y a d'autres outils qui permettent de faire de l'A/B testing qui sont, on va dire, un peu plus précis et plus complets, mais c'est très bien pour aborder l'A/B testing. Et on va avoir aussi des fonctionnalités carte de chaleur, enregistrement, donc ça qui reprend les fonctionnalités qu'on a sur Hotjar ou Microsoft Clarity. Et on a en fait tout un tas de fonctionnalités, c'est très complet. Là-dessus, vous en faites pas, les fonctionnalités que vous cherchez sont présentes dans Matomo, ça va pas être le souci. Je me demandais si c'était possible potentiellement de sortir une donnée de Matomo et de la réinjecter, alors via une automatisation ou en JavaScript. Est-ce que c'est tu me diras si c'est quelque chose que tu as déjà fait. Je pense notamment à, par exemple, on listerait les articles de blog et plutôt que de les trier par date de publication, les trier par articles les plus visités. Dans Webflow, on n'a pas forcément cette possibilité d'ordre-là, d'avoir la notion de visibilité sur un article. Données, Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait réinjecter depuis Matomo? C'est totalement possible. Il y a plusieurs manières de le faire. Le seul truc, c'est que ce sera forcément un asynchrone. Pourquoi? Parce que la base de données de Webflow, elle va vous sortir un ordre par défaut des articles, qui est un ordre décroissant de publication. Et en fait, il faudra en JavaScript, donc via un petit script que vous allez rédiger à côté, faire un appel à Matomo pour vous sortir le jeu de données. Donc vous allez voir, on peut aller directement dans comportement page. On va trier par popularité page vue. Et ici, pour savoir quelle URL je dois appeler de Matomo, donc pour exporter les données de Matomo, le plus simple, c'est de dire je veux les données en format JSON et je veux afficher l'URL d'export. En faisant ça, automatiquement, j'ai l'URL à appeler pour que Matomo me sorte les données sur un plateau bien rangé dans l'ordre que je veux. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Donc ici, cette URL, on va pouvoir directement l'appeler en JavaScript. Elle va nous retourner tout simplement un jeu de données. Et ce jeu de données, donc là, pour ce rapport-là, ça va être des URL avec des pages vues. Un tableau avec en entrée des URL et en sortie des pages vues. Ce tableau, vous pouvez le récupérer, boucler par-dessus en JavaScript et réorganiser les tuiles de votre blog en fonction de la popularité de vos pages vues. C'est possible. L'effet de bord que vous allez avoir, c'est un effet de clignotement au chargement de la page, parce que la page va être rendue par Webflow dans un ordre précis, et vous allez, faire en 1 milliseconde, on va dire,
c'est pas une milliseconde, c'est plus long, Ouais. en une fraction de seconde, on va dire, réorganiser les articles. Mais pour ça, il faut faire un appel à Matomo. Il faut que Matomo réponde, et ça, c'est pas instantané. Ok. Et du coup, on va avoir une petite latence, un petit saut, Ok. un petit clip, en fait, dans l'affichage des articles. Ok, intéressant. J'ai une question de Vianney. Est-il possible de mesurer une audience de page en fonction de filtres basés sur les fields, donc les champs du CMS Webflow? Ouais. Ouais. Mesurer une audience sur une page en fonction des filtres basés sur des fields. Alors, les filtres, c'est-à-dire que, en fait, oui, si les filtres vont derrière. Alors, oui, les cas, on peut. La manière la plus simple, ça va être de récupérer ces champs et de faire en sorte qu'ils apparaissent dans l'URL. Donc, d'avoir des filtres, en fait, comme vous allez avoir sur des. Dès que vous allez sur des plateformes, vous avez des filtres. Vous allez sur Amazon, la Fnac, ce genre de choses. Dès que vous filtrez des produits, et vous avez les filtres sont affichés dans votre URL. Pourquoi? Parce que comme ça, vous pouvez prendre l'URL, la partager à un copain et les filtres seront précochés. Ouais. Donc ça, c'est super pratique d'avoir les filtres dans l'URL. Et comme Matomo détecte l'URL, vous allez pouvoir collecter ces éléments via le Tag Manager et, on va dire, parser l'URL pour récupérer individuellement chaque filtre et l'associer à la visite. Donc c'est possible de le récupérer. La manière la plus propre, c'est avec le Tag Manager d'émettre un événement personnalisé en cliquant sur le bon filtre. Je clique sur le filtre, je sais pas moi, on vend des télés. J'ai un filtre 4K et un filtre HDR. Quand je clique sur 4K, ça va émettre un événement personnalisé 4K. Et du coup, je vais pouvoir filtrer toutes les visites des gens qui ont utilisé le filtre 4K dans leur parcours. Ça, c'est possible de le faire. Et ça se fait avec des événements personnalisés via le Tag Manager. Okay. Et derrière, les fields, donc c'est juste une manière de rendre dynamique en fait cette configuration-là. Donc derrière, vous allez pouvoir récupérer vos fields de Webflow pour récupérer en gros le nom interne du champ, pas forcément le nom affiché, et le faire matcher dynamiquement avec l'événement personnalisé. Vous allez avoir un événement que vous allez configurer et la valeur de cet événement va changer de manière dynamique avec les fields Webflow. Et oui, du coup, ça se fera avec le Tag Manager. Ok, ouais. Donc ça marche dans les deux sens, quoi. Sans l'URL et avec l'URL. Ouais, on peut le faire sans Tag Manager, mais c'est pas recommandé, c'est de la manip, c'est un peu du scotch. Alors qu'avec Tag Manager, vous avez une interface graphique qui est propre et c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait le suivi d'un site web. Ok, top. Moi, je pense que ça nous fait quand même une belle overview de Matomo. De la solution. Ouais. Franchement, je trouve ça plus clair que Analytics pour le coup, qui peut-être a une approche design un peu plus moderne, mais par contre, je trouve qu'on s'y perd assez vite. Il y a beaucoup d'informations affichées, alors que là, on peut aller assez rapidement chercher l'information. Alors, tu parles, j'en profite, tu parles d'interface de Matomo. Matomo, en fait, tu as une marketplace sur Matomo, où du coup, tu vas avoir notamment des thèmes et des plugins. Nice. Du coup, ça tombe bien parce que je vous ai fait un petit thème sombre. Et pour les amateurs de Google Analytics, vous avez un thème Google, du coup, qui est aussi développé par mes soins, qui vous permet en fait de retrouver une interface un peu similaire à celle de Google. C'est-à-dire que vous aimez pas Matomo parce que c'est pas joli. Cet argument n'est plus valable. Vous installez le thème Google, vous allez retrouver la typo de Google, les beaux radius, les beaux shadows, les beaux rapports. Bon, évidemment, ça ne refait pas l'interface, ça ne bouge pas les éléments et le layout de la page, mais par contre, ça applique le style Google directement à votre interface. Vous avez aussi Darktheme pour vous si vous êtes des férus de Matomo et que vous voulez bosser longtemps dessus au plein milieu de la nuit. Donc voilà, vous avez ça. C'est là la désavantage de l'open source. C'est que tout le monde peut y contribuer. Et vous avez une marketplace où n'importe qui peut contribuer. Donc, vous avez plein de plugins. Les plugins bleus, c'est les plugins payants. Ils sont tous certifiés et publiés par InnoCraft, donc la société derrière Matomo. Et les plugins orange, la plupart du temps, ce sont des plugins de la communauté. Donc, chacun, en fait, vient rajouter des fonctionnalités, tout simplement, à Matomo. Donc, moi, j'ai fait ce plugin KPI Widget, là, qui vous permet tout simplement en fait, d'afficher en gros. Alors, c'est un plugin tout bête. Le temps de développement n'est pas proportionnel à la plus-value. Ça prend une demi-journée à faire et en fait, ça fait des cartes comme ça avec l'intitulé du KPI et la valeur en gros. Parce que je vous rappelle, quand on arrive sur Matomo, l'information qu'on vient chercher en principal sur le tableau de bord, par défaut, elle est ici en gras en taille 16. Ah ouais, exact. Donc, moi, je veux des grosses cartes visibles en haut et du coup, ce plugin, il sert juste à faire une grosse carte avec une taille 40 de la typo, juste pour dire j'arrive, mes visites, c'est 4000 points. C'est tout bête, mais ça manque. Et la marketplace, elle est là pour ça, justement. Puis je voyais quand même, on a deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut ajouter ces thèmes et plugins si on prend Matomo Cloud? Alors, c'est une très bonne question. La réponse, c'est non. Sur la version cloud de Matomo, donc l'offre Matomo Cloud, non, on ne peut pas parce que l'intégralité de la technique est gérée par Matomo. Si vous êtes sur une offre cloud pas Matomo, c'est-à-dire chez la concurrence, c'est en fonction du service.
Vous avez des offres cloud qui permettent l'installation de plugins. Vous avez des offres cloud qui les bloquent, tout simplement parce qu'en installant un plugin, on va en fait exécuter du code qui ne va pas être certifié par Matomo derrière, parce que vous allez pouvoir créer vous-même vos plugins. Et du coup, ça peut porter atteinte à la sécurité de certains hébergeurs. Donc, par défaut, la plupart des hébergeurs vont vous l'interdire, mais certains le permettent. Et si vous êtes sur du on-premise, c'est tous les bénéfices du on-premise. Ok, très clair. Je pense qu'on arrive à la fin. Toi, on a 1h15. L'idée, c'est de terminer. On a en fait, finalement, on a pris le temps de répondre à chaque question au fur et à mesure. Donc c'est top. Aujourd'hui, tu proposes une formation. Comment elle fonctionne? Comment on y accède? Voilà. À quoi on peut s'attendre en ayant fini cette formation-là? Explique-nous. Je vais remettre le lien en même temps. Hop. Alors, par rapport à la formation Matomo. Donc, globalement, Matomo, c'est un outil qu'il faut prendre en main. C'est pas évident. Quand on vient de Google Analytics, on va avoir quelques repères, on va avoir des repères qu'on va retrouver facilement dans Matomo. Si on n'a jamais utilisé les audiences, c'est un monde entier qu'il faut apprendre. Donc, le but, là, au travers de cette formation, c'est de vous accompagner en partant du principe que vous ne connaissez pas, mais que vous n'êtes pas débile, parce que c'est horrible de faire des formations où on prend les gens pour des débiles. Là, l'intérêt, c'est vous êtes intéressé, donc vous savez à peu près dans quelle direction vous allez, mais vous êtes perdu. Donc, cette formation, en fait, qui est disponible sur mon site web, du coup, gratuitement, vous pouvez accéder, du coup, à l'intégralité du contenu. Donc, c'est une formation qui, pour l'instant, est en 31 épisodes. Il y en a d'autres en cours d'écriture. L'objectif, c'est de l'étoffer au maximum, que ça devienne à la fois une formation et à la fois une espèce de documentation. Donc, ça commence tout simplement par c'est quoi l'analyse d'audience, à quoi ça sert. Alors, même si vous êtes dans le secteur de l'analyse d'audience et que vous utilisez des outils de manière régulière, ça peut être intéressant d'avoir justement, j'ai envie de dire, ma vision, c'est pas ça qui est intéressant, c'est une vision un peu différente de l'analyse d'audience, parce que vous allez voir que j'ai des parties qui peuvent être des parties pris qui peuvent être un peu étranges au début, mais qui se valident dans l'intégralité de la formation. Et notamment, on jongle avec et un peu Matomo et un peu des concepts génériques. Et c'est pas parce qu'on parle d'analyse d'audience, c'est pas parce qu'on parle de Matomo qu'on parle que de l'outil. L'analyse d'audience, de manière générale, c'est un domaine qu'il faut appréhender et qui va se traduire par des outils. C'est pas une formation que à Matomo en réalité, c'est une formation à l'analyse d'audience au travers de l'outil Matomo. Donc, c'est à part de base de qu'est-ce que l'analyse d'audience avec pourquoi collecter des données, l'installation de Matomo sur votre serveur, la mise en place du code de suivi. Donc, pour ceux que ça intéressait tout à l'heure, voilà à quoi ressemble le code de suivi standard de Matomo. Donc, en clair, vous copiez ça sur votre site Webflow et ça va démarrer le tracker. Donc, ça, c'est le code de suivi classique. Et en fait, plus on avance dans la formation, donc les premières étapes ne sont vraiment pas à louper parce qu'après, vous avez la configuration RGPD. Parce que l'intérêt de Matomo, bien entendu, c'est la configuration RGPD. Il y a un guide complet qui est du coup cet article qui reprend notamment le guide qui a été édité par la CNIL. Donc, la CNIL a généré un guide PDF officiel de configuration de Matomo. Cet article reprend ce guide étape par étape sur ce qu'il faut faire. Parce que le guide de la CNIL, il vous dit « faut faire ça », mais il ne vous dit pas comment le faire. Ce guide, il vous permet de savoir comment mettre en place. Donc, il faut faire au moins les 5 premières étapes et après, globalement, les données vont être collectées et vous allez respecter la loi. Si vous voulez maintenant comprendre comment fonctionne Matomo, l'idée, c'est de comprendre le tableau de bord, mais ce n'est pas juste comprendre le tableau de bord. C'est quels sont les usages qu'on a en entreprise d'un tableau de bord en fonction de votre secteur d'activité. Comment configurer un tableau de bord, comment vraiment s'en servir, et pas juste dire « Ah, le tableau de bord, il est là, et trop bien, il y a des données dessus. » Ah oui, ça on sait, mais comment aller plus loin que juste observer le tableau de bord. Et du coup, la formation, elle commence par ça. Après, on a du coup tous les rapports qui sont en lien avec les visites, puis le comportement, la performance, etc., jusqu'à gérer vos campagnes, gérer les objectifs. Donc, globalement, j'essaye toujours de faire en sorte que chaque article est déjà complet et surtout, il sert. Si l'article ne sert pas, il n'est pas présent. J'ai déjà retiré du contenu du site ou alors reformuler des contenus pour éviter d'avoir des articles qui sont vides et qui servent pas à grand-chose. Donc, vous avez plein d'éléments. Plus on avance, plus ça devient technique. Sur la page d'accueil de la formation, vous avez des niveaux de difficulté. Donc, au début, c'est très facile. Puis ça devient un peu plus intermédiaire parce que là, on a un peu de configuration à faire. Mais intermédiaire, ça ne veut pas dire compliqué. Et en fait, vous voyez qu'on est plutôt sur du facile. Et dès qu'on arrive vers la fin, on est sur des intermédiaires difficiles. Et difficiles pour la fin parce qu'à la fin, là, pour le coup, c'est que du code. En clair, il faut pouvoir bricoler tout ça. Et vous avez du coup au début la compréhension de l'interface. Après, vous avez la configuration pour s'approprier l'outil. Et encore après, vous avez la logique de tag management. Donc, qu'est-ce qu'un tag manager? Comment le mettre en place? Comment publier une balise, définir un déclencheur, comprendre les variables liées au tag management,
comment débugger votre Tag Manager une fois qu'il est mis en place pour s'assurer qu'il fonctionne correctement, et comment configurer un data layer. Donc, le data layer, ça permet de faire un pont entre votre base de données et Matomo pour pousser des données personnalisées et avoir vraiment là, j'ai envie de dire, révéler toute la puissance de l'outil via le data layer. Et plus récemment, du coup, ces 3 articles, je les ai publiés après coup. Celui-là, tout simplement parce que j'avais beaucoup d'appels pour migrer des données de GA vers Matomo. C'est pas simple, mais ça se fait. Donc, vous avez un guide. Bon, après, c'est des guides qui sont, pour vous donner un ordre d'idée, le guide, il est assez conséquent. Il y a beaucoup d'étapes. Mais je vous promets que si vous lisez tout ligne par ligne et que vous ne sautez pas de chapitre, vous allez arriver à importer l'intégralité de vos données directement dans Matomo. Donc voilà typiquement le genre de guides qui peuvent être présents. Et vous allez aussi avoir comment faire du suivi e-commerce de manière avancée, donc comment intégrer nativement du suivi e-commerce, et mon article phare du moment, le suivi e-commerce avec Matomo Tag Manager, parce qu'en fait aujourd'hui il n'y a pas du tout de documentation là-dessus. Ces documentations, elles n'existent pas dans aucune langue ni rien, et du coup c'est le guide ultime pour implémenter un suivi e-commerce. Donc là, ça va plus parler à du développement. En clair, comment est-ce que je fais pour déterminer si c'est facile, difficile ou pas? Facile, c'est l'interface et du clic-clic. Intermédiaire, c'est du clic-clic avec de la réflexion. Difficile, il y a des trucs à coder ou à copier-coller à des endroits précis, et vous avez une chance un peu probable de casser des trucs. C'est un peu comme ça que je mets mes niveaux de difficulté. Ah, c'est intéressant comme approche de la difficulté. Dans tous les cas, c'est pas impossible, quoi. Comme tu l'as montré, C'est jamais impossible. Et une liste comme à je vous le suivre. dis, je pars pas du principe que tout le monde sait tout faire, parce que c'est absolument pas vrai. Mais si vous avez un niveau débutant, ça va vraiment vous guider. Si vous avez un niveau intermédiaire, ça va vous encenser en disant « Ah ouais, je l'aurais aussi fait comme ça, du coup c'est cool ». Et si vous avez un niveau avancé, le discours que j'ai dans mes articles, j'essaye surtout de ne pas prendre les gens pour des débiles et de dire « Ah, bah, tout le monde sait ça », ou à l'inverse, c'est super compliqué alors que c'est facile. Du coup, c'est un discours qui est assez graduel, et du coup, normalement, vous allez voir, vous allez vous sentir accompagné suivant votre niveau, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Chaque article débute par une petite intro basique et termine par quelque chose d'un peu plus complexe pour aller plus loin, quoi. Okay, ouais. Et donc, on parle de Matomo, il y a plein de choses. Je voulais faire un parallèle, j'y pensais aussi juste avant pour clôturer. Dans Webflow, vous ne codez pas, mais vous avez la logique qu'il y a derrière le développement web. Et cette logique, du coup, moi je vois, Webflow, j'ai eu l'occasion de le manipuler pendant mes études. Il y a une énorme différence en fait dans les utilisateurs Webflow entre des utilisateurs qui vont vraiment juste voir l'aspect no-code pratique et les utilisateurs qui vont retranscrire une logique de développement au travers d'un outil no-code. La grosse différence, c'est la propreté du code que vous allez générer et l'efficacité que vous allez obtenir dans l'usage du no-code. En fait, le no-code, c'est du code derrière. Donc, si vous réalisez des drag and drop sans réellement comprendre ce que Webflow va générer derrière, vous allez avoir plus de difficultés. J'en profite très rapidement pour vous introduire que cette formation, elle s'adresse à des publics, c'est pareil, qui s'initient. La formation HTML qui est ici, elle est extrêmement lue justement par des publics pas du tout techniques. Parce que l'intérêt, c'est juste de comprendre ce qui se passe sur une page web, comment sont agencées les balises les unes des autres et à quoi elles servent. Quand vous aurez compris du coup l'intégrité de ces éléments-là, vous allez pouvoir continuer de faire des sites web avec Webflow, mais vous allez avoir une approche qui sera probablement différente et vous allez utiliser moins de briques et vous allez intercaler moins d'éléments entre eux. Donc, c'est toujours pertinent, quoi. Je pense que ça peut clairement venir en approfondissement de la formation. C'est un truc qu'on voit nous, dès le début de la formation Webflow. On a le chapitre fondamentaux qui a vraiment ce rôle-là, comme tu dis, de faire comprendre que le web, même si on fait du no-code, il a une manière de se structurer qui est essentielle. Et que techniquement, on pourrait arriver au même résultat avec 2 approches différentes, sauf qu'il y en a une qui serait un bourbier total et l'autre qui serait vraiment structurée. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre cette logique-là. Je pense qu'en effet... notamment avec l'éditeur de classe CSS de Webflow, qui est très bien fait. En fait, moi, j'ai beaucoup d'utilisateurs de Webflow que j'ai vus qui, en fait, dupliquaient tout le temps les mêmes éléments. C'est-à-dire que le principe d'une classe, c'est que vous la définissez à un endroit dans vos Webflow et vous réutilisez la même classe ailleurs. Et en fait, on retrouve beaucoup d'utilisateurs qui vont nommer des classes de manière unique et qui vont dupliquer la configuration de cette classe sur plusieurs noms. Et du coup, vous dupliquez, vous rajoutez et vous alourdissez votre code pour un résultat qui est moins facile à maintenir. Donc, ça vaut vraiment le coup en fait, de se pencher un petit peu sur avoir juste les bases, vraiment les bases. Je ne vous demande pas d'être développeur, ce n'est pas du tout le sujet. C'est avoir la logique de comment votre navigateur interprète le code pour savoir ce qu'il faut lui servir.
Ouais. au travers du coup d'une interface no-code. C'est vraiment l'objectif derrière. Bon, bah top, c'est une super formation. Puis je vois, il y avait aussi, donc on avait Search Console aussi, qui est un outil Ouais. qu'on utilise Alors, dès le démarrage, enfin dès la mise en ligne en fait du pour site. la Search Console, en clair, la Search Console, c'est votre espace d'administration de créateur de site web pour Google. Si votre site web a un problème, Google va vous en parler au travers d'un mail qu'il va vous envoyer. Mais pour ça, il faut enregistrer son site sur la Search Console. La Search Console, elle a 2 enjeux. Par exemple, si vous avez des activités illégales sur Internet et que votre site web est banni de Google, vous le saurez au travers de la Search Console. Okay. Et sinon, l'intérêt de la Search Console, c'est de connaître les mots-clés que les utilisateurs ont tapés pour accéder au site web. La liste des mots-clés saisis par les gens est présente sur la Search Console. Donc, c'est du pain béni, en fait, si vous êtes créateur de contenu. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Là, pareil, c'est une formation sur comment configurer la Search Console, à quoi ça sert et quels sont les rapports en fait, qu'on va retrouver. Il y a beaucoup de contenu sur ce sujet-là. J'essaye toujours de mettre à jour la Search Console parce qu'entre la création de cette formation et aujourd'hui, l'interface a changé 3 fois. Donc, j'ai dû refaire tous mes screens et la remettre à jour. Mais donc, vous avez la possibilité de le faire. L'ajout de la Search Console à votre site web n'a rien à voir avec les aspects RGPD. Donc, si jamais vous avez des logiques RGPD, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de connexion directe entre votre site web et la Search Console. C'est juste dire à Google, je suis propriétaire du nom de domaine renan-hello.fr, mon site web est disponible, va dessus, tu verras, il y a du contenu. Et après, c'est à vous derrière d'aller changer ce que vous pouvez. Okay. Il y a eu une question très intéressante de Vianney par rapport à la formation. Qu'est-ce qui fait qu'on me demande une formation Matomo sur mesure comme je propose? Il y a toujours 2 choses quand on se forme sur Internet. Moi, je suis le premier à vous le dire, je suis autodidacte. Je me suis principalement formé sur Internet sur tous les sujets techniques. La grosse différence, c'est d'avoir quelqu'un qui vous explique et qui est là pour du sur-mesure. C'est-à-dire que j'ai beau écrire et détailler au maximum ce que moi je sais sur Matomo pour le partager, vous allez avoir des questions et vous allez avoir des incompréhensions. Il y a des choses qui vont paraître évidentes pour certains qui ne le seront pas pour d'autres. Du coup, c'est un accompagnement sur mesure. C'est aussi le même principe que pourquoi est-ce que vous allez dans des écoles alors que le contenu est gratuit sur Internet? Vous avez besoin de quelqu'un pour vous mettre un coup de pied au cul. Le principe du formateur, c'est ça. C'est que le contenu il est sur le site, mais vous n'y allez pas. Du coup, vous me payez pour que je vienne pour vous mettre un coup de pied au cul pendant une journée, pour vous forcer à bosser le contenu. Et ça vous évite aussi d'avoir à vous taper l'intégralité du texte, parce que là, il y a 300 pages Word de publier. Donc, c'est des slides qui sont propres, c'est des exercices pratiques. J'ai des instances de démo de Matomo pour pouvoir cracher des trucs. Parce que généralement, j'interviens en entreprise, mais on n'a pas forcément d'instance de démo, donc on ne peut pas faire n'importe quoi sur la prod. Donc, ça permet d'aller tester chaque élément, de pouvoir vraiment tester. Et surtout, je vous accompagne pendant la formation. Souvent, la formation, elle termine par la configuration en même temps de votre outil. Je suis là pour vous montrer comment ça marche et on se dit, autant configurer en même temps l'outil pour vous. Donc, c'est un peu ce double rôle. Et c'est aussi beaucoup plus convivial. Et j'interviens surtout pour des équipes. C'est rarement des formations one-one. C'est souvent devant 4 à 7 personnes en général dans des équipes traffic management avec 1 ou 2 personnes de la DSI en général. Donc voilà globalement comment j'interviens. Et n'hésitez pas, bien entendu, même si vous êtes là, c'est que vous êtes autodidacte en général et que vous allez lire le site. Je vous invite à le faire, bien entendu. Ouais. Et si vous avez des questions, je reste joignable via le formulaire de contact du site sur LinkedIn, Twitter. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Top, image limpide comme dit Vianney. Je trouve Merci. La remarque pertinente. Un forum Matomo conseillé peut-être? Ouais, il y a le forum officiel de Matomo sur lequel je suis pas actif, c'est juste je fais des bâches. C'est-à-dire qu'il y a des jours j'y vais et je réponds à 15 personnes. Et puis après, je fais le mort pendant 1 mois. Donc, il y a un forum qui existe, qui est disponible dans plusieurs langues. Donc, c'est la même URL. Et mine de rien. Et dessus, vous avez en fait donc pas mal de choses. Vous avez un support français qui est disponible ici, dans lequel vous allez avoir tous les topics qui sont uniquement en français. En réalité, Matomo, c'est un outil qui est international. Donc, les problèmes que vous allez avoir, il n'y a pas que des Français qui les ont. Et souvent, quand vous avez un problème, vous avez 1000 fois plus de chances d'avoir une réponse si vous formulez votre problème en anglais et que vous la publiez dans Général. Donc, sur le côté, c'est toutes les rubriques. Et là, c'est toutes les dernières questions qui ont été postées. Le forum est assez actif, honnêtement. Il y a le staff de Matomo qui est présent dessus, qui répond très vite. Et vous avez aussi des personnes comme moi qui sont acteurs de la communauté, qui vont vous répondre, quelle que soit la langue. Moi, si je vois un sujet en anglais, j'écris en anglais le mieux que je peux et je réponds à la personne. Et je trouve qu'il y a une bonne convivialité. Il y a des personnes qui proposent des snippets de code.
Vous avez un problème, on ne va pas juste vous dire « Ah, il faut faire ça ». On va vous mettre le bout de code à copier-coller, la configuration, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a plein de possibilités là-dessus et c'est vraiment bien. Ok. Ouais, c'est la même problématique avec Webflow, en effet. L'outil étant américain, le gros des questions et le gros des réponses sont en anglais. Ouais. Parfois, on a évidemment des questions qu'on peut poser en français, mais c'est vrai que les ressources sont beaucoup plus restreintes en français. Là, Matomo, donc c'est un outil qui a été créé à la base par Mathieu Aubry, qui est un Français, qui est parti du coup en Nouvelle-Zélande depuis quelques années maintenant. Donc la société est néo-zélandaise, mais la grosse base d'utilisateurs est quand même européenne et avec une très forte implémentation en Allemagne. Vous allez avoir beaucoup de contenu en allemand et beaucoup du coup d'interactions avec des utilisateurs allemands qui eux vont rédiger en anglais, mais il y a beaucoup de support allemand de disponible aussi. Ok. Donc voilà, vous allez avoir vraiment pas mal de choses. Top. Juste une dernière question avant qu'on termine cette session. Ouais. On avait Val qui nous demandait est-ce que c'est possible de customiser le bandeau des cookies, de rendre ça sexy? C'est plutôt peut-être la question de comment va être connecté le bandeau cookie. Est-ce qu'il faut qu'on le crée de notre côté? Est-ce que Matomo nous en fournit un? Est-ce qu'il est personnalisable? C'est une super question. Donc, typiquement, ça, c'est le genre de question que j'ai en formation qui n'est pas écrit sur mon site. Du coup, je vais vous y répondre parce que j'ai des slides sur ça. Alors, il y a plusieurs solutions possibles. Il y a la solution, on va dire, je vais prendre un petit parti. Moi, j'aime bien Acceptio. Je n'ai pas de part chez eux, mais juste, je trouve qu'ils font le taf correctement. C'est-à-dire, c'est joli, ça ne flingue pas les performances du site web et les utilisateurs sont habitués à voir Acceptio. Acceptio, c'est ce que vous avez ici, là. C'est ce petit bandeau cookie-là. Donc, comme les gens sont habitués à avoir ce bandeau cookie, directement, quand on arrive sur un site web, on se dit « Ah, il y a le bandeau cookie, donc de 1, le site respecte le RGPD, c'est bien. Et de 2, je sais que si je clique sur non merci, ça va vraiment faire non merci. Et si je fais OK, ou que je peux choisir directement ce que je veux, ça va réellement accepter les cookies. » Okay. Donc, on a ce côté, c'est déjà validé par les utilisateurs en fait, de vos sites web parce que Acceptio, on le voit partout. Donc, première configuration, on peut mettre Acceptio dans son tag manager, déploie Acceptio. Ensuite, dans l'interface d'Acceptio, parce qu'ils ont un site web où on peut configurer l'outil, vous allez enregistrer Matomo et il y a une petite configuration technique à faire, mais c'est assez rapide. Et derrière, quand vous cliquez sur OK, Acceptio émet un événement Acceptio accepte Matomo que vous capturez. Et quand cet événement est capturé, vous déployez le tracker de Matomo. C'est une configuration qui est assez standard. Un autre outil qui est pas mal utilisé, c'est Tarto Citron. Alors, c'est un nom un peu particulier, mais c'est un gestionnaire en fait de vie privée. Alors, pourquoi est-ce qu'il est utilisé avec Matomo? Parce que derrière, c'est un peu les mêmes valeurs. C'est du logiciel libre open source. Et donc, du coup, quand on a des utilisateurs qui utilisent Matomo pour ces valeurs-là, généralement, on a Tarto Citron qui va avec et qui va être déployé. Donc, Tarto Citron, l'intérêt, c'est qu'il n'y a quasiment rien à faire. Vous, tout simplement, vous installez l'outil en disant, bah, voilà, je vais l'installer manuellement. Vous avez un script à copier-coller. Il n'y a pas de configuration. Okay, donc, vous copiez ça, c'est terminé. Et après, vous choisissez l'outil. Vous dites, hop, j'ai besoin d'installer Matomo. Donc, vous voulez installer Matomo, soit le tag manager, soit le code de base. Donc, on va dire le code de base. Je fais installer. Et du coup, maintenant, j'ai tout simplement à copier ça et ça. Je fais du copier-coller. Si jamais j'avais déjà installé Matomo, il faudra le retirer. Donc, en gros, j'ai 3 copier-coller à faire et ça marche. Il n'y a rien d'autre à faire. Et ça, vous avez une pop-up en fait, qui va s'activer, qui va permettre à chacun de respecter les droits. Et c'est super simple. Et ça va vous mettre un petit logo de cadenas tarte au citron dans le coin de votre site, de la même manière que sur Acceptio, vous avez la petite tâche avec la main sur le côté. C'est exactement pareil. La troisième solution, qui est la mieux, la plus pratique, enfin pas la plus pratique, mais la plus versatile, le plus modulaire, mais qui nécessite du coup le plus de compétences, c'est l'intégration native du bandeau cookie de Matomo, parce que c'est assez peu répandu, mais Matomo dispose de ses propres fonctionnalités de gestion de cookies. Donc en fait, vous pouvez coder ou designer dans Webflow tout simplement vous pouvez designer en fait dans Webflow votre bandeau cookie. En clair, vous faites ce que vous voulez. Vous avez un bandeau j'accepte, un bandeau je refuse. Sur le bouton j'accepte, vous aurez une fonction JavaScript à déclencher. Et sur le bouton refuser, vous allez avoir une fonction inverse à déclencher. C'est tout. Et après, c'est à vous de détecter que quand on clique sur j'accepte, il faut cacher le bandeau et il faut permettre à l'utilisateur de réafficher ces options-là via notamment la petite tâche qu'on pourrait avoir dans le coin. Donc en fait, vous pouvez créer n'importe quelle interface graphique, celle qui correspond le mieux à votre charte graphique. Il faut juste 2 boutons. Et sur ces 2 boutons, vous allez avoir à chaque fois une fonction d'acceptation et une fonction de retour. L'implémentation de ces fonctions, elle se fait en 10 secondes. C'est un copier-coller. C'est un on-click égal le nom de la fonction. Et ça va accepter ou refuser les cookies auprès de Matomo.
Par contre, ça va gérer que Matomo. Tarte au citron et Acceptio, ça va vous permettre de gérer tous les outils marketing que vous allez déployer sur votre site web. Donc, si vous avez, par exemple, un pixel Facebook, Matomo ne va pas gérer ce genre de choses. Ok, donc ça veut dire que dans le cas où on n'utiliserait que Matomo, je vois Vianney qui parle de Cookie Oven de FinSuite. Je ne sais pas si ça te parle. Non, ça ne me parle pas, mais je peux regarder. C'est un système, voilà, Cookie Oven. Non, tu vas pas avoir je te mets dans le lien, dans le chat si tu veux. Je veux bien. Parfait, c'était le premier, je crois. Voilà, nickel. Et du coup, en fait, là, ce serait la même approche que Tarte au citron ou que Matomo, parce qu'en fait, là, en utilisant l'intégration native de Matomo, on n'aurait pas besoin d'avoir ce système-là. On a juste, en effet, dans Webflow, créer votre bandeau et avoir 2 boutons. Ouais. Ok. Donc là, c'est simplement dans le cas où on utiliserait potentiellement. J'ai cherché, il n'y a pas Matomo, du coup. Ouais, non, on ne va pas avoir. Vous pouvez mettre votre code de suivi ici directement. Directement ici. Ok. Comme le Tarte au citron, finalement. Okay. C'est la même logique, ouais, c'est ça. Ok, très clair. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Chat quand même animé. Le sujet est intéressant. Donc, il y a vraiment un gros besoin de découvrir tous ces outils-là. C'est vrai que Analytics, on en parle très très peu entre nous. Même, je pense qu'on est beaucoup à paramétrer ça de manière très simpliste le strict minimum. Et là, le fait de voir, de te voir nous parler de Matomo, de voir tout ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, ça ouvre un champ des possibles. Et je pense qu'il y aura beaucoup de curieux ce soir qui iront. Allez tester. Si vous voulez tester, vous avez vu, moi, la version de démo, je suis sur l'offre cloud. En fait, j'ai 30 jours, il y a 30 jours d'essai gratuit. Donc là, vous avez juste à rentrer votre adresse mail, il n'y a pas de carte bleue, rien. Vous faites démarrer, ça démarre tout seul. Ça, c'est top. Vous copiez le code sur Webflow et tout de suite, ça démarre. Alors, évidemment, il faut collecter de la donnée. Donc, il faut que votre site web génère 1 million de trafic. Et l'intérêt, c'est vous mettez Matomo, vous l'oubliez, vous revenez le week-end prochain et vous aurez 4, 5, 6 jours de trafic et ça permettra de remplir les premiers rapports. Ok, très bien. Bon, on va pouvoir aller creuser ça. Je rappelle, j'ai vu que Jules en parlait tout à l'heure, si vous êtes arrivé en cours, eh bien, n'hésitez pas à revenir pour le replay. Il y a le replay qui sera disponible sur YouTube normalement dès ce soir ou demain. Donc vous pourrez y accéder. Dans tous les cas, je mettrai le lien sur Slack et par email. Donc vous aurez accès à tout ça dans le récap lundi prochain. Super. Merci Ronan. Merci à toi. Pour toutes ces infos. Même moi, je trouve que ça me donne envie d'aller creuser, tu vois, Matomo. Il faut y aller, c'est trop bien. Un compte Twitter à partager, je l'avais mis juste au-dessus, ouais. Hop, je le remets là comme ça, nickel. Ok, j'avais mis LinkedIn aussi. Alors, je tweete pas encore. J'ai prévu d'avoir un peu une ligne édito. Par contre, je retweete les trucs qui sont pertinents, mais je retweete. Enfin, c'est plutôt des choses. C'est de l'actu lié à Analytics que je retweete toujours. Et c'est de l'actu généraliste technique. C'est-à-dire, ça va intéresser vraiment des personnes qui vont plutôt en faire leur métier, plus que des équipes de traffic management, par exemple. Ça va être des informations liées, par exemple, là, on a des mises à jour de BigQuery sur Google, donc c'est quand même plutôt de la technique et qui va s'adresser à des grosses équipes. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est mes sujets du moment. Avec Matomo, bien entendu, c'est de trouver un équivalent au BigQuery et de faire une intégration Matomo, ce genre de choses. Donc, c'est ce que je vois en ce moment, mais je ne tweete pas beaucoup, quoi. Ok. Mais suivez-moi quand même, ça j'ai intérêt à le faire. On va suivre et en attendant qu'il y ait du contenu, tu seras quand même présent dans nos abonnements. Hâte de pouvoir lire tout ça. Et du coup, sinon, tu disais LinkedIn majoritairement en termes de communication. Ouais, LinkedIn, moi, je suis très actif sur LinkedIn. Pareil, je publie. Si, ça va, ça dépend. Quand je fais des nouveaux guides, je les publie sur LinkedIn. Mais c'est pas. Moi, j'ai une grosse acquisition en fait de mon activité par LinkedIn. Donc ça me va bien et j'essaye de segmenter encore plus mon profil LinkedIn sur Matomo, donc ça me va bien. Mais je suis présent sur Twitter, LinkedIn, les autres réseaux sociaux. Oubliez-moi, je ne suis pas là. En tout cas, c'est pour du perso. Ouais, bien sûr. Top, parfait. Donc, si on veut te contacter, tu nous disais le formulaire de ton site ou sinon. Ouais, sinon, c'est contact@ronan-hello.fr. C'est mon adresse, c'est l'adresse qui est derrière le formulaire de contact du site, en fait. Donc, vous n'avez pas à me contacter par là, je réponds. Dès que j'ai la réponse, en fait, j'y réponds. Voilà. Ok,
Top. Contact@ronan-hello.fr. Ok, top. C'est ça. Parfait. Merci à toi, Ronan, pour cette session. J'ai trouvé ça, voilà, comme je disais, je me répète, mais extrêmement intéressant. C'est un petit peu nouveau d'avoir des gens externes à la communauté, Webflow, ouais, mais je pense que ça apporte quand même une plus-value aussi et ça nous montre des outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Ça montre un contexte. On a la personne on a Georges de Polyflow qui va venir aussi en début d'année pour nous montrer comment gérer du multilangue avec Polyflow et avoir comme ça une alternative à Weglot. Voilà, on amorce une transition un petit peu, mais je vois que ça réagit bien. Et puis de ta part, c'est une très bonne initiative, donc c'est cool. Merci de m'avoir invité et d'avoir organisé ce talk. Là, je suis très content aussi d'être là et merci à la communauté d'avoir interagi parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de questions. Le chat est intéressé, donc merci à tous et à plus tard sur les réseaux et sur le replay si vous voulez. Carrément. Ouais, il y a pas mal de trafic sur le replay, le temps que on est ce créneau qui est intéressant pour la France et pour en même temps les dom-tom, le Canada, etc. Enfin, c'est un créneau plutôt francophone, mais effectivement, on est sur un créneau de fin de journée. Je sais qu'il y a beaucoup de parents ici qui sont occupés par les enfants à cette heure-là. Donc, on a quand même beaucoup de trafic aussi en replay. Voilà, si tu voudras suivre ça, tu peux tout à fait. Mais voilà. Dans tous les cas, nous, on se retrouve non pas demain, mais jeudi. Ouais. Pour la session Cowork, donc la FAQ, Webflow, Design, Freelance. Et puis vendredi pour parler Product Builder avec Milan Boiga et comment Webflow s'intègre dans la stack d'un Product Builder. Voilà. Un petit mot de la fin peut-être, Ronan ? Merci. Je sais pas, un petit mot de la fin. Je suis pas très bon pour les petits mots de la fin. Ok. Analysez bien et ne collectez pas trop de données, ça sert à rien, mais collectez bien. Ça, c'est un bon conseil, ça. Collectez bien. Ça, c'est un bon conseil. Collectez Top. bien, ouais. Bon, parfait. Merci Ronan, merci tout le monde. Merci bonne soirée. à très vite. Ciao. Ciao. Salut. Bonne soirée.